Mais à aucun moment on nous parle du métier d'huissier de justice, qui est pourtant un maillon indispensable de la longue chaîne judiciaire. Et c'est un métier que j'ai un peu découvert comme ça au fil de l'eau. Je voulais rentrer dans la police nationale et donc c'est pour ça que je suis parti faire des études de droit. T'étais parti quand même dans un mode de vie où tu voulais être détesté dans ta carrière, quoi. Ouais, j'allais dire à Yann, nous, le métier d'huissier, on l'avait découvert dans Les Trois Frères. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et nous avons... On t'a pas entendu. Je suis Nico, pardon. Ah, là on l'a entendu. Là, on t'entend bien. Ça va mon Nico ? Bah nickel, et merci à vous pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être parmi vous sur votre podcast que je suis déjà depuis un petit moment maintenant. Avec plaisir. Ouais, plaisir partagé. Nico, on Ça s'est... va. Ah, vas-y. Non, je vais dire, ça va faire 1 an qu'on se connaît physiquement. Et ben avec voilà. Nico. Très Ouais. bonne transition. Et je... Physiquement dans les impacts, en plus, avec le MMA. Nico est venu au MMA l'année dernière, au mois de mars. Tout à fait. Et je ne savais pas si tu le connaissais avant, toi. C'est pour ça que j'allais dire, moi, je te connais depuis un an, en physique. Effectivement, on avait croisé le fer au MMA. Et avec un gros physique, hein, Nico. Enfin, t'avais des bases en JJB, de mémoire ? Ouais, j'ai un peu touché un peu à tous les sports de combat avec un peu de boxe thaï, un peu de MMA, un peu de JJB. Donc pour ma défense, j'avais un petit peu de bagage technique et je fais beaucoup de sport quand même à côté. Donc aussi le cardio et la caisse qu'elle avec. Donc ça permet de suivre un peu la cadence. Solide le Nico. On a fait un petit call il y a une semaine, call en direct du tapis. Donc cool, vraiment cool. Et du coup tu reviens cette année. Ouais. On se reverra au MMA et ça c'est très très bien. Au tout dernier MMA d'ailleurs. Ouais. Et au moment où vous écoutez ce podcast, on part 2 jours après. Mm-hmm. Exactement. Voilà. C'est tout à fait ça. On ne sait jamais. Parce qu'au moment où on enregistre, on a eu des désistements. Il reste quoi, 2 places, Yann, je crois, au moment où on fait ce cette podcast. année, c'est n'importe quoi. Oui. Il y a des gens qui veulent venir le vendredi, le dimanche, ils annulent. Enfin, c'est... si tu veux, tu as la version Airbnb, tu sais, où des fois, tu prends des clients qui ils réservent et ils annulent. Et là, ça va encore plus vite avec le MMA. Donc, cette année, j'avoue que même pour notre hôte Mélanie, ça a été un peu le bordel. Il y a un moment, je l'appelais au moins 3 fois par semaine pour lui dire on est temps. Enfin, bon, bref, voilà. Et ce sera, j'en profite pour le dire, le dernier MMA. Ouais. Voilà, ce sera la dernière édition. Ouais. Parce que je rigole, parce que j'en ai encore qui m'écrivent et qui me disent « Ouais, Tony, je veux déjà booker une place pour le surf 2028, s'il te plaît. » Et oui, mais on sait pas où on Ah sera. non, 2028, Bon, en on tout sait cas, pas. voilà. Donc, on a... Et alors, c'est là où je voulais en venir. L'année dernière, quand tu es venu au MMA, tu étais venu, pas grâce, mais avec, de mémoire, Mika, que tu connais bien aussi, l'investisseur boxeur, pour ceux qui ne savent pas, qui avait déjà fait un séminaire, je crois, avec nous. Ah non, c'était la première fois qu'il venait. Non, c'était le MMA. premier. Ouais, je crois ouais. que c'était avec vous. Et on avait eu Il la était chance venu de... au surf, ouais, après. Après, ouais. Et on avait eu donc la chance de vous rencontrer tous les deux et ça apportait du sang neuf et tout, c'était vraiment cool. Donc, non, vraiment très bien. On avait reçu Mika suite, je crois, au surf, enfin un épisode après le surf ou après le MMA, je sais plus, peu importe. On s'était toujours dit qu'il fallait que tu montes sur ce podcast parce que ton parcours, je veux pas trop en dévoiler, est sympa et Atypique. ouais, atypique. C'est-à-dire que moi, quand tu m'as dit ça au début, j'ai cru que c'était une blague. Et en fait, non, pas du tout.
Et après, comme ça, j'introduis le podcast, après je te laisse la parole. En fin d'année dernière, alors, je ne sais plus si tu nous avais contacté ou tu m'avais contacté, peu importe, enfin bref, pour nous dire, les gars, est-ce que vous aimeriez tester Calimo? J'avais répondu oui. Je m'y étais attelé pendant 4 heures. J'avais lâché la rampe. Et les choses ont fait, tu vois, j'avais l'impression d'avoir raison et de me dire non, non, t'en as pas besoin. Et je peux le dire, t'es un des rares mecs qui m'a fait fermer ma gueule, dans le sens où j'avais tort. Là, pour le coup, j'avais tort, puisque depuis qu'on bosse un peu plus ensemble, j'ai mis plein de trucs en place et j'avoue que j'avais tort sur le fait de tout faire seul. Et que ça m'a enlevé une grosse épine du pied à la Cédric Doumbé. Voilà. Donc, voilà. Je te laisse te présenter, mon Nico, sauf si Tony a un truc à dire. Non, moi j'étais ravi de faire la connaissance de Nico au MMA. Je serais ravi de le revoir avec nous cette année. Et je vais surtout être ravi d'écouter son parcours et de lui poser plein de questions. Donc on peut y aller. Vas-y, mon Nico, c'est à toi. Eh ben, écoutez, dans ce cas-là, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Nico, j'ai 34 ans maintenant depuis une grosse semaine. Okay. Je suis de région parisienne, des Yvelines plus exactement. J'ai toujours été de la région. Je suis resté pas très très loin de chez moi, là où j'ai toute ma famille, ma belle famille, etc. Donc, je m'y plais bien dans ma campagne de région parisienne. Et parcours qui a tourné autour du juridique, de l'immobilier. Et qui m'a amené à fonder Calimo. Donc aujourd'hui, c'est mon activité professionnelle à quasi temps plein, parce que je cumule plusieurs activités, mais le gros de mon focus, c'est Calimo, une application de gestion locative qu'on a créée avec Théophile, mon associé, sur laquelle on pourra en revenir. Et à côté de ça, j'ai également des activités d'accompagnement expert consultant, on appelle ça comme on veut, auprès de programmes de formation et notamment de Green Bull Campus. Pour les formations sur l'investissement locatif, le marchand de biens, donc avec mon expertise juridique. Et dans mon parcours, voilà, on pourra également y revenir. J'ai exercé pendant quasiment 10 ans en tant qu'huissier de justice, administrateur de biens, donc tout un parcours et toute une... C'est les dingueries qu'on peut savoir, nous. Mais ça me fait toujours la même chose, parce que quand je te vois là, mal rasé, barbe de 4 jours, sweat à capuche, je me dis, mais à quel moment, lui... Tu vois, des fois, je me dis, mais c'est un troll, c'est pas possible, il nous ment. Donc, moi, tu vois, ce qui m'intéresse, parce que ça, on n'en a jamais vraiment parlé. Déjà, quel parcours t'as fait pour... tu vois, comment on devient huissier? Ça a été un peu un accident de parcours, parce que j'ai jamais eu la vocation ou l'envie de faire ce métier, qui est déjà un métier très mal connu, dont on n'en entend absolument pas parler. Moi, j'ai fait ma fac de droit, j'ai fait mes 5 ans d'études après mon bac. Et à la fac de droit, jamais on nous a parlé du métier d'huissier. On nous parle du métier de notaire, du métier d'avocat, bien évidemment, du métier de juriste en entreprise, du métier tous les métiers qui tournent autour du droit. Mais à aucun moment, on nous parle du métier d'huissier de justice, qui est pourtant un maillon indispensable de la longue chaîne judiciaire. Et c'est un métier que j'ai un peu découvert comme ça, au fil de l'eau, parce qu'au début, moi, je me destinais plutôt à rentrer dans la police. Je voulais rentrer dans la police nationale, et donc c'est pour ça que je suis parti faire des études de droit, pour pouvoir passer le concours d'officier directement. Tu étais parti quand même dans un mode de vie où tu voulais être détesté dans ta carrière. Ouais, j'allais dire à Yann, nous, le métier d'huissier, on l'avait découvert dans Les Trois Frères. C'est vrai. Mais c'est ça, et tout le monde a un peu ce stéréotype. Et dès le début de ma carrière, moi, je suis venu sortir de ces cases-là, parce que quand je me suis associé, j'étais le plus jeune huissier du département. Et tout de suite, quand on parle huissier, on a cette image du vieux personnage bedonnant, aigri, âgé, qui est blasé de la vie. Et moi, je suis un peu tout le contraire, quoi. Plutôt un jeune, plutôt beau gosse, athlétique. Donc, effectivement, je sortais pas mal des cases. Et ça, c'est marrant parce qu'au début, quand tu dis ce que tu fais, tu vois, t'es un peu mal à l'aise, que tout le monde a cet a priori. Et moi, j'avais le premier avant de découvrir cette profession de l'huissier, des saisies, des expulsions, tout ça, un peu le côté péjoratif. Et tout de suite, quand tu rencontres des gens que tu es en soirée, tiens, tu fais quoi dans la vie? Tu vois, au début, tu n'oses pas trop le dire. Tu dis, je travaille dans le droit, je suis juriste, je suis machin. Et à la fin, tu vois, j'en joue. Tu vois, je m'amuse, je regarde les gens, puis je leur dis, je suis huissier. Et puis là, tu vois tout de suite le visage qui se décompose un peu. Et
et un peu le malaise qui vient s'installer Ouais. où les gens ne savent pas trop comment C'est réagir, comme quoi. contrôleur des impôts, tout ça. Ouais, ouais. Mm. Et alors, attends, mais comment, parce que donc tu fais ta fac, mais comment tu te retrouves à être huissier? Tu fais un stage chez un confrère. À quel Ouais. moment, en fait, ça croise ton chemin? Alors, à quel moment ça croise mon chemin? Parce que moi, du coup, j'ai passé les concours de la police, j'ai raté celui d'officier, et donc, du coup, j'ai pas voulu poursuivre tout ça. Et moi, je m'étais arrêté à la fac avec un bac plus 4. Bac plus 4 et un soir, je voulais pas reprendre les études pour aller jusqu'au bac plus 5. Et du coup, je me suis dit, bah, effectivement, les concours de la police, je les ai ratés, il faut bien que je trouve une activité, qu'est-ce que je vais faire de ma peau? Et je regardais un soir sur un forum les métiers du droit les mieux payés. Donc, dans le classement en top 1, tu arrivé sur les greffiers du tribunal de commerce, 40 000 balles par mois, etc. etc. Je me dis, ah, c'est pas Non. mal ça. C'est Ouais, propre, ça. greffier au tribunal de commerce, c'est très, très. Je crois que ça doit être la profession juridique la mieux payée. Mais t'en as très peu en France et c'est détenu par quelques familles. Mais du coup, bah, pour rentrer Mais il y a là-dedans, une raison, attends. Parce que La détenu bombe. par quelques La familles bombe. avec fonctionnaires, Oh putain de j'ai- merde, la bombe. Attends, c'est-à-dire, oui. Comment ça? C'est des fonctionnaires? non, greffier, tribunal de commerce, c'est Ah. des professions libérales, un peu comme les Ah, ok. notaires et un peu comme les huissiers. Ok. Et donc, ouais, au tribunal de commerce, ça fonctionne un peu différemment. Au tribunal de commerce, tu es sur une justice où les juges, c'est pas des juges professionnels, tu sais, c'est des chefs d'entreprise. Oui. Et D'accord. ceux qui détiennent vraiment, enfin, j'aime pas appeler ça comme ça, mais ceux qui détiennent le pouvoir, etc., au tribunal de commerce, c'est vraiment les greffiers qui, eux, sont vraiment des professionnels de la justice, mais qui sont des indépendants, des professions Ok. indépendantes, comme les notaires. Et dès que tu lâches tes 3 euros pour payer ton cabis et tes petites formalités, bah, ça va à eux, notamment Infogreffe est détenu par une Donc, association des greffiers de France et ils sont. parce que il y a 2 ans, j'ai été réadressé. Alors, à l'époque, j'avais 6 sociétés. Et donc, j'ai dû faire changer les cabis de mes 6 boîtes, enfin, l'adresse, quoi. Et j'en ai eu pour 130 balles par société. Donc, Ouais, j'ai enrichi ce mec. Donc, exactement. cette année, il a fait 1000 balles de ce mois grâce à moi. Ok. Après, Non, tu. puis quand tu vois la volumétrie de modifications de capital social, de statut, de machin qui sont générés tous les jours, et maintenant en plus tout est en ligne, donc en plus le travail il est quand même Oui, quasiment automatisé. il compte l'oseille, quoi. Il passe plus de temps à compter sa thune que. Ouais, non, voilà, après. Donc, ok, ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, au Ok. final, en étant entrepreneur, même si tu as 0 salarié, tu nourris quand même des bouches, quoi. Ouais, totalement. Oui. Ok. Et pas que un monsieur. C'est pour ça qu'il est peut-être moins gros maintenant. Non. Tu nourris aussi sa famille, quoi. Ses Ouais, enfants, non, ses mais voilà. petits-enfants. Greffier du tribunal de commerce, c'est pas comme les greffiers dans les autres tribunaux où là, c'est effectivement pour la plupart des fonctionnaires Ok. et ils sont payés, j'en sais rien, peut-être 1500, 1800, Ok. 2000, 2200 euros par mois en fonction de l'ancienneté, je sais pas, j'ai pas les grilles, mais où ils ont un salaire, on va dire, classique. Mais non, greffier du tribunal de commerce, ça, c'est des professions Mm. libérales Bon, et après, c'est bah, en fonction du Si chiffre tu d'affaires es, fonctionnaire, etc., etc., quoi. j'ai si tu es appris greffier quelque au chose. tribunal de commerce et que tu nous écoutes actuellement Ouais, dans la bravo. sono de Bang et Olufsen de ton Cayenne coupé, Psartec. Tu peux sponsoriser ce podcast. Ok, mais merci. Tu vois, je savais pas du tout, Nico. Ok, très bien. Donc tu as tapé sur Google. À l'époque, Exactement. ChatGPT n'existait pas. Non, non, je suis tombé sur ce petit forum qui parlait des métiers les mieux payés, greffier tribunal de commerce, notaire, avocat, etc. Mais toutes ces professions-là, il fallait un bac plus 5 et moi je m'étais arrêté au bac plus 4 et hors de question de reprendre mes études. Ok. Et j'arrive, la liste défile et j'arrive sur le métier d'huissier de justice, rémunération moyenne aux alentours des 7 800 euros bruts, etc. etc. Je me dis, ah bah tiens, ça c'est pas mal, surtout quand tu sors d'études. Et éligible pour entrer dans la profession, à l'époque, c'était bac plus 4. Donc, D'accord. paf, pile poil, ça correspond. Sauf que moi, j'en avais le même a priori que tout le monde. C'est un métier que je ne connaissais pas et que j'avais entendu parler à droite à gauche en matière de saisie, d'expulsion, etc., etc. Et je me suis dit, bah tiens, je vais quand même aller voir ce qui se passe. Sachant que ça, c'est pareil, c'est un peu un trait de ma personnalité. Moi, j'aime bien aller à contre-courant. Tu vois, je discute avec quelqu'un, il va me dire blanc, moi je vais lui dire noir. Et je discute avec quelqu'un d'autre, il va me dire noir, moi je vais lui dire blanc. J'aime bien être un peu dans le, enfin pas dans la confrontation, parce que c'est, mais Oui, mais de croiser un peu les points de vue et d'aller à contre-courant, comme à la fac, tout le monde voulait faire avocat. Et rien que pour cette raison, moi, j'ai jamais voulu être avocat, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais explorer cette profession. Et à l'époque, pour être huissier, enfin, et aujourd'hui c'est toujours le cas, sauf que maintenant il faut un bac plus 5 obligatoirement pour rentrer dans la profession. Tu devais faire un stage de 2 ans en alternance dans une étude d'huissier. En parallèle, tu suivais une formation donc à l'école
à l'École nationale de procédure. Et à l'issue de ces 2 ans, tu avais un examen d'aptitude à passer, un peu comme les avocats avec le CRFPA. Et si tu avais cet examen, tu étais apte et habilité à exercer la profession d'huissier. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis un pied dedans et j'ai découvert finalement une profession qui, moi, m'a passionné parce que très riche et tu interviens sur tous les domaines du droit. Tu touches absolument à tout. Et ça, moi, c'est pareil, quelque chose qui m'a toujours un peu caractérisé. Je suis un peu un touche-à-tout. Et dans le métier d'huissier, tu es un peu le généraliste du droit, même si tu es quand même très spécialisé procédure. Mais tu touches un peu au droit pénal, à la procédure pénale, au droit civil, au droit commercial, au droit de la famille. Donc, tu es obligé d'avoir plein de connaissances dans tous les domaines. Et c'est ça que j'ai trouvé passionnant. Ok. Et tu viens de me dire qu'il y avait une école nationale des procédures. Ouais. Ouais, non, c'est... je crois qu'elle existe. École nationale des procédures. Vous êtes T'apprends toutes les procédures, parce que voilà, la procédure en droit français, c'est quelque chose d'un petit peu sacré. Et des fois, tu peux avoir raison sur le fond. Si sur la forme, t'es pas bon et pas carré, ta procédure saute et tombe à l'eau. Okay. Quand ton voisin il te dit oui, faut tailler les haies de l'allée, sinon je vous fais une procédure, tu fais j'ai fait l'école nationale des procédures. Qui c'est qui va faire une procédure à qui? Non, mais c'est tu vois, ça pareil, je savais pas que ça existait. Donc, au final, tu fais ce stage en alternance, quoi, en fait. Ouais, exactement. Rémunéré? Ouais, rémunéré, mais à l'époque, tu es rémunéré, je crois que je devais être au SMIC, 1003, 1004. Okay. Et là, t'avais quel âge, Nicole? J'avais quel âge? Je devais avoir 22, 23 ans, parce que je sortais de mon bac plus 4, 23, 24 ans, un truc comme ça. Ok. J'allais dire, un des bons contacts, moi, que j'avais avec la profession d'huissier, dans mon ancienne vie de chef d'entreprise dans les travaux publics, c'était les constats d'huissier. Parce que c'était tout le temps. Dès qu'on finissait une première phase de travaux, on se voyait avec l'huissier, constat d'huissier, reportage photo, vidéo, et quand le chantier était fini. Donc on avait autour de Lyon 3-4 huissiers avec qui on bossait, mais qu'on voyait souvent. Et tu les voyais pas pour des trucs, en général, pas pour des trucs relous, quoi. Ouais, ça, les constats avant travaux et après travaux, j'en ai fait à l'appel et c'est un peu ça fonctionne un peu comme une assurance parce que ça, dans le BTP, vous avez bon dos pour qu'on vous reproche des choses dont vous n'êtes pas responsable. Soit parce qu'il y a des gens qui se disent, bah tiens, il y a mon voisin il y a des travaux publics qui sont faits à côté de chez moi, je vais en profiter pour les accuser que ma façade a une petite fissure et refaire ma façade gratuitement et je vais les faire payer. Donc tu as des gens qui sont de mauvaise foi et qui vont profiter de l'opportunité pour essayer de gratter un billet. Et après, tu as aussi des gens qui sont de bonne foi. La personne qui a sa maison depuis 20 ans et qui a une façade, mais elle a toujours été là, elle ne l'a jamais vue. Et là, le fait qu'il y ait des travaux qui soient effectués, elle se met à regarder sa façade, voir si ça n'a pas bougé. Et là, elle se met à voir quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et dans son esprit, elle se dit, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Et le fait justement de faire intervenir un huissier pour faire un constat avant et après travaux, ça permet d'avoir effectivement un reportage photographique, vidéo et des descriptions qui vont attester que cette fissure, elle était préexistante aux travaux et que du coup, c'est pas le chef de chantier ou le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre qu'on est responsable. Et ça permet de tuer un peu le litige dans l'œuf et d'éviter de se retrouver au tribunal et de payer des milliers d'euros d'avocats pour tout le monde, etc., etc. Et ça m'a sauvé la life des dizaines et des dizaines de fois. Où il n'y a pas débat en fait. Tu ressors le constat, tu ouvres, tu dis regardez, si c'était là avant qu'on vienne. Terminé. Ouais. Et pour l'IMO, je connais peu, mais j'ai une connaissance d'un certain Christophe, j'en dirai pas plus, qui lui est en collaboration avec un huissier, enfin une étude. Je ne sais pas trop comment il fait, mais en gros, l'huissier, sur des expulsions, il récupère en fait les biens. C'est-à-dire qu'il récupère les biens avec les locataires. Et en gros, il augmente, je ne sais pas comment dire. En fait, l'huissier va taper à la porte, lui dit voilà, dans 1 an, vous devez dégager. Et en gros, lui, il arrive un peu en sauveur, en disant je te laisse 3 ans. Si par contre, au bout de 3 ans, t'es pas parti de la... Enfin, je te laisse 3 ans pour déménager, en fait, plutôt qu'avoir 6 mois, tu vois. Et au bout de 3 ans, je récupère ta maison. T'as déjà entendu ça? Ouais, ça doit être de la vente à réméré, non? Je sais pas exactement. Il a jamais trop voulu m'en dire. En fait, il est vraiment gavé. Vraiment. Et il a jamais vraiment voulu m'expliquer pile poil ce qu'il en était. Et du coup, je me dis que ça doit vraiment être bien rémunérateur pour qu'il n'ait pas du tout envie d'en parler.
Ouais, puis ça doit pas concerner beaucoup de monde, parce que les expulsions, j'en ai fait pareil des centaines et des milliers, et la plupart des gens que tu expulses sont locataires, donc ils sont même pas propriétaires de leur bien immobilier. Ouais. Mais effectivement, après, de ce que tu en décris, ça ressemble un peu au mécanisme de la vente à réméré. C'est des gens qui vont être très endettés, qui peuvent plus payer leur bien immobilier, Ouais, et en c'est fait, ça. ils vont vendre à un organisme ou à un tiers leur bien à un prix plutôt bas marché, Mhm. avec un espèce d'engagement de revente. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis endetté, je te vends mon bien, et toi, tu t'engages à me le revendre dans 3 ans. Mais il faut que dans 3 ans, effectivement, j'ai la capacité. Enfin, dans 3 ans, ça peut être dans 3, comme dans 2, comme dans 4. Il faut Alors, que j'ai la Ah oui, capacité. c'est un engagement de revente. J'avais cru que c'était une option de rachat, moi, plutôt, dans la vente à réméré. Mais Ouais, après, je connais pas on peut le exactement tourner le un peu comme on mécanisme. veut, Comment mais ouais, ça j'ai fonctionne j'ai dans pas le trop détail. l'impression que ça soit ça parce qu'à la fin, il obtient le bien en fait, ou alors il envoie des équipes. C'est tout ce que je sais. tu sais, j'avais Pour les écouté, sortir. Et il récupère la maison quoi qu'il arrive. Et après, en fait, il fait de l'achat-revente. Tu vois, c'est une ouais. casquette du marchand de biens un peu. Ouais. Mais c'est chaud, hein. J'avais écouté un podcast, je crois que c'était chez Paco, de ça, là, où le gars disait que dans 16 à 17% des cas, la personne ne pouvait pas racheter son bien, en fait. Mm. Et là, bah, tu deviens propriétaire pour quasiment la moitié du prix. Ouais, c'est un peu plus ça. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Mais bon, ok. Et ça, Ok. tu l'as pas trop vécu, Nico. Enfin, voilà, c'était une question. Non, ça sur du mécanisme comme ça, non, pas trop. De la vente à réméré, on a accompagné des débiteurs, donc des gens qui avaient des dossiers chez nous, qui étaient redevables de sommes d'argent, on appelle ça des débiteurs. On en a accompagné sur des projets comme ça de vente à réméré, quand ils avaient un peu de patrimoine immobilier pour pouvoir effectivement se désendetter, repartir sur une page blanche, mais pas sur du mécanisme où la personne récupérait le bien, puis après pouvait le revendre sur Et le marché. est-ce que pour notre commu, par contre, les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un intérêt dans son entourage, dans son networking, à avoir, tu vois, un huissier comme on aurait un avocat, mais faire bisbille et bien s'entendre avec un huissier. Et non pas pour la partie j'ai besoin d'un huissier parce qu'un locataire ne paye pas, mais pour pouvoir rentrer des affaires en off, c'est-à-dire avant même que, tu vois, est-ce que toi, tu as légalement la possibilité de dire, lui, d'ici 1 an, il pourra plus payer, donc il va être obligé de vendre, contacte-le avant que, tu vois? Ouais, carrément. Et ça, moi, j'en ai eu plusieurs des dossiers comme ça, où en plus, alors, huissier, tu as vraiment l'activité, on va dire, juridique et judiciaire, qui est le gros de ton activité. Et après, il y a certains huissiers de justice qui ont également ce qu'on appelle les activités accessoires, et ils peuvent exercer l'activité d'administrateur d'immeubles. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire du syndic de copropriété, de la gestion locative, et aujourd'hui, un petit peu d'intermédiation immobilière. Et donc, nous, typiquement, c'est une activité qu'on avait. Donc, on avait un volet syndic de copro gestion locative, donc exactement comme une agence immobilière. Et donc, on avait des bailleurs qui nous confiaient la gestion de leur bien immobilier. Ok. Et du coup, des fois, il y avait des ventes. Et là, ça nous permettait d'avoir, nous, notre portefeuille de clients. On savait qu'ils étaient intéressés pour acheter et de mettre en contact un vendeur et un bailleur. Et après, de l'autre côté, avec le volet et la casquette plutôt juridique et judiciaire, ça, c'est pareil. Dès que nous, on avait un dossier d'expulsion qui venait de la part d'un particulier, la plupart, ils ne voulaient plus jamais entendre parler du truc et ils nous disaient, si vous avez quelqu'un qui est prêt à me racheter mon bien, moi, je le revends. Et en plus, quand tu rachètes un bien en sortie d'expulsion, dans 90% des cas, le bien, il est sans dessus-dessous avec énormément de travaux. Donc, ça permet d'attaquer, d'avoir des prix qui soient agressifs leviers, et intéressants pour les deux parties. Le propriétaire, il n'a pas besoin de s'embêter à refaire des travaux et là, il se libère d'une charge mentale qui est extrêmement pesante. Et l'acquéreur, il achète ça à un prix Ok, dérisoire. Et... Ah, tiens, j'avais une question pour toi, Nico. Il y a quelques temps, j'avais eu l'opportunité, peut-être ça s'est pas fait, hein, mais de racheter un bien d'une personne qui allait être saisie. Et quand tu commences à devenir dans la spirale du surendettement, il m'avait montré, il avait arrêté de payer son crédit. Quand les intérêts s'accumulent, mais en 2 ans, il devait des sommes d'intérêts qui étaient colossales. Et en gros, il ne pouvait plus payer. Et je lui disais, moi, si on se met d'accord, je rappellerai votre banque, je lui dirai qu'on va faire une offre sans condition de financement pour qu'il décale, parce qu'il restait genre 3 semaines avant qu'il soit saisi. Et le gars, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le prix. Et je lui dis, mais vous allez faire quoi ? Et le gars était maçon à côté de l'aéroport de Lyon, je me rappelle. Il m'a dit, je vais venir avec un bulldozer et je vais éclater ma maison. Comme ça, avant qu'il la récupère, je vais rentrer dedans, je vais la démolir. Et est-ce que tu as déjà eu des cas de gens qui ont été saisis et genre la veille ou une semaine avant, ils éclatent tout, histoire qui... Ouais, alors sans aller jusqu'à arrive. démolir totalement avec un bulldozer, mais effectivement qui dégrade le bien pour que ça parte moins bien.
On en a eu, on a aussi des gens qui font la sourde oreille et qui se retranchent à l'intérieur. Il y a des expulsions, j'ai dû y aller avec, enfin, de toute façon, systématiquement, c'est avec la police. Oui. Mais il y en a, on a fini par exploser une fenêtre ou la porte au bélier parce que les personnes étaient retranchées chez elles. On en a eu, pareil, qui étaient retranchées avec des armes à feu et du coup, obligé d'appeler des boucliers anti-émeutes, les chiens, enfin, on a eu des cas qui étaient, faut le voir pour le croire. Des fois, tu as l'impression d'être dans un film d'action. Donc, c'est aussi un peu le côté sympathique. Enfin, sympathique, on peut pas dire que c'est sympathique, mais action, voilà, tu as l'action, tu as l'adrénaline, etc. Parce que derrière, tu as toujours beaucoup de misère et ça fait Bien plaisir sûr. de mettre quelqu'un dehors. Mais effectivement, tu as ces côtés-là un peu mouvementés qui sont plutôt sympas. Donc, tu fais ton alternance pendant 2 ans. Et là, tu te dis que c'est cool. Enfin, que ça te plaît, quoi. Ouais, exactement. Je me dis que ça me plaît, que je me vois bien travailler là-dedans parce que, effectivement, comme le disait très justement Tony, c'est pas que le côté judiciaire, expulsion, saisie. Il y a également beaucoup d'activités autour du constat, que ce soit du constat dans le milieu du bâtiment, des constats, enfin, absolument dans tous les domaines qu'on peut rencontrer, les panneaux d'affichage. Dès que tu as un permis de construire, une déclaration préalable, tu la mets, on l'affiche, on vient le constater, etc. Donc il y a tout ce volet-là qui est un petit peu hors contentieux, où tu n'es pas pris entre un créancier et un débiteur. Parce qu'effectivement, on a un peu cette mauvaise étiquette, les huissiers de justice avec les expulsions et les saisies, mais tu ne te lèves pas le matin en prenant l'annuaire en disant tiens, je vais aller chez lui, je vais aller lui saisir son patrimoine. C'est qu'il y a un conflit entre deux personnes, que ça a été amené devant le tribunal, que le tribunal il a tranché, qu'il y a eu des voies de recours qui ont été purgées ou qui ont été exercées, et la personne elle a perdu, etc., et qu'à un moment donné, il y a la justice qui a tranché et qui a dit un tel, il doit pour telle et telle raison X milliers d'euros ou X somme à un tel. Et si la personne ne s'exécute pas d'elle-même, dans ce cas-là, elle y est contrainte par un huissier. Et en fait, l'huissier, c'est un peu le bras armé de la justice parce que finalement, si Tony te doit, Yann, 10 000 euros et qu'il ne te paye pas, qu'est-ce que tu fais? Tu as deux solutions. Soit tu vas lui péter la gueule et c'est de la justice privée et c'est pas pour autant que tu vas récupérer ton argent. Soit il ne se passe rien et tu récupères jamais ton argent. Donc le seul moyen de pouvoir mettre à exécution une décision de justice, c'est de donner des moyens légaux de le faire, donc par la saisie des comptes bancaires, par la saisie du salaire, par la saisie de tout ça. Et dans ce cas-là, tu confies ça à un officier public et ministériel, donc les huissiers de justice, qui exercent sous le contrôle du procureur de la République et du ministère de la Justice, et qui ont les moyens légaux pour effectivement accéder aux comptes bancaires, saisir, etc. etc. Okay. Tu as quand même énormément de pouvoir là-dessus. Okay. Et tiens, j'ai encore une question pour toi, Nico, parce que pour ceux qui ont suivi un peu les derniers podcasts, j'ai eu le cas d'un gars qui m'a pas payé, qui occupait un de mes locaux professionnels, donc une entreprise, sauf que le gars s'était porté caution pour sa boîte, caution perso. Donc, il n'a pas payé pendant quasiment 1 an. L'huissier a été très réactif. Il y a eu un procès en référé, donc très très vite, en fait, en 2 mois, ça a été jugé. Il a été condamné à au moins 10 ou 11 000 balles, je ne sais plus, en tout. Donc, ils lui ont remis une bonne tartine, parce qu'en loyer, il me devait que 7-8 000. Enfin, que... Et donc là, aujourd'hui, il est allé jusqu'au bout. Il y a eu recours à la force publique pour l'expulsion. Donc, par contre, il n'a pas opposé résistance. Quand les gendarmes sont arrivés, il est sorti. Et aujourd'hui, j'ai mon huissier qui essaye d'obtenir un échéancier de paiement, sauf que le gars, il répond plus, il s'en fout, en fait. Et il m'a dit, je vais recontinuer les procédures. Donc, à ton avis, on peut faire des pronostics. Est-ce que je vais revoir du pognon un jour, à ton avis? Ou, comme finalement, c'est un particulier, je ne sais pas s'il l'a fondu, sa boîte ou pas, il est quand même caution perso, ou est-ce qu'il pourra se barrer avec mon oseille? C'est qui tout double. Et dans ces cas-là, ça a été un super réflexe de prendre un cautionnement du gérant parce que quand tu as un local commercial et que tu loues à une société, la société est cool parce qu'elle fait liquidation judiciaire ou redressement judiciaire ou autre, et qu'effectivement la société n'est plus en mesure de pouvoir payer ses loyers. Tes procédures, tu peux les diriger qu'à l'encontre de la société. Sauf que si la société n'a plus d'activité, c'est un coup d'épée dans l'eau et tu peux rien faire. Là, tout l'intérêt d'avoir un cautionnement du gérant, c'est que tu as 2 têtes sur lesquelles taper. La première tête, la société. Et si la société n'a plus d'argent, tu peux taper sur la tête, on va dire, du gérant, donc son patrimoine personnel. Donc ça te permet d'avoir effectivement 2 types de garanties, sachant que le gérant personnel, il a sûrement un petit peu de patrimoine à côté, avec un bien immobilier, avec des choses comme ça. Donc ça permet effectivement de garantir sa créance et le paiement de ses loyers. Donc ça, c'est déjà un super réflexe à avoir. Et après, c'est un petit peu qui tout double dans la mesure où quand tu es face à un artisan ou quelqu'un, un chef d'entreprise, et qui tire uniquement son revenu de son activité professionnelle et que son activité professionnelle coule, par définition, tu es indépendant, tu n'as pas de chômage, donc le gars n'a plus aucune rentrée d'argent.
Donc, ça peut vite être un petit peu la misère s'il n'avait pas un patrimoine solide à côté, ce qui fait qu'il peut vite être dans une situation de surendettement ou totalement insolvable. Et là, tu ne pourras pas faire grand-chose. Inversement, si au contraire, effectivement, il avait une situation qui était plutôt bien établie, parce que ça fait un entrepreneur qui fait longtemps qu'il est là, qu'il avait du patrimoine, etc. Là, la procédure, ça va aller jusqu'au bout de son terme et tu vas récupérer ton argent. Et à ton avis, est-ce que si jamais il se remet à bosser pour un patron, est-ce qu'il peut être saisi sur salaire? Est-ce qu'il a cette dette indéfiniment au-dessus de la tête? Alors, indéfiniment, non. Une dette qui est reconnue par un jugement, c'est valable 10 ans. Donc, c'est valable 10 ans, mais tu peux… en fait, si tu fais rien pendant 10 ans, la dette s'éteint, il y a une prescription qui est mise en place, mais tu peux le réactiver comme ça tous les 4, 5, 6, 7 ans, et à chaque fois, tu repars pour 10 ans. Donc, ce qui fait que finalement, si tous les 9 ans, tu relances la procédure, la dette ne se prescrit jamais et elle s'éteint jamais. Et tu peux comme ça poursuivre des gens sur des dossiers qui sont extrêmement longs. Et il y a tout un business qui tourne autour de ça. Et nous, on avait des dossiers comme ça. Et effectivement, juridiquement, ça tient la route. Moralement, éthiquement, c'est un peu plus compliqué. Où tu as des sociétés comme ça qui sont spécialisées dans le rachat de créances. On appelle ça du rachat de créances, du rachat de dettes. Et c'est généralement… Et nous, on avait des dossiers comme ça qui tombaient. Des gens qui avaient fait des prêts CTLM, Sofinco dans les années 80-90 et qui étaient relancés dans les années 2010, 20 ans plus tard, quoi. Et sauf que les gens tombent des nues parce que qu'est-ce qui se passe, ce truc-là, ça fait 20 ans que j'en ai pas entendu parler. Bah oui, c'est parce qu'en fait, entre-temps, la dette a été revendue, qu'il y a eu des actes comme ça qu'on appelle des actes interruptifs de prescription qui viennent effectivement reporter l'échéance pour pas que la dette s'éteigne. Il y a des gens comme ça, les dettes sont rachetées. En fait, par exemple, quelqu'un qui va avoir une dette de 10 000 euros, elle est insolvable, elle peut pas payer. L'organisme, il va mettre ça un petit peu en perte et profit et il va vendre la dette de 10 000 euros à 1 000 euros. Donc lui, au moins, ça lui permet de récupérer 1 000 euros quoi qu'il arrive plutôt que d'avoir 10 000 euros en perte. Et l'organisme qui est derrière, qui rachète ça 1 000 euros, elle, le but, c'est d'essayer de récupérer plus que 1 000 euros. Si elle récupère les 10 000, c'est jackpot. Si elle récupère 2 000, elle fait x2, etc., etc. Donc, tu as tout un espèce de business là-dessus. Je ne sais pas du tout. Et qui est le rachat de créances. Il y a beaucoup de grosses sociétés qui sont spécialisées là-dedans et qui rachètent beaucoup de dettes de crédit consommation, de dettes bancaires, des choses comme ça. Ok. Truc de fou. Okay. Ouais, c'est un peu l'envers du système. Là. Ouais. Putain, ouais, incroyable ça. Ok. Faites vos pronostics dans les commentaires. J'ai une dernière question à la con à poser, parce que comme aujourd'hui, entre travailler et pas travailler, finalement, il n'y a que 200 balles d'écart. S'il va sur mesalloc.fr, qui est un site qui existe vraiment, parce qu'on a fait le test avec Yann, et qu'il arrive à récupérer un petit 1008 par mois sans travailler, est-ce qu'il peut être saisi sur ses allocs ou pas ? Non, les allocs, c'est quelque chose qui est insaisissable. C'est-à-dire que la personne qui te doit de l'argent et qui va gagner, on l'a vu des fois, des gens qui gagnaient 2-3 000 euros d'alloc, c'est totalement et 100% insaisissable. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui faire de saisie. Et nous, il y a des dossiers comme ça où ça nous arrivait. On avait des gens qui nous confiaient des dossiers. Tu fais une saisie sur le compte bancaire, tu t'aperçois que la personne elle doit 4 000 euros et que tu as 5 000 sur le compte bancaire. Tu dis, paf, c'est bon, le dossier il est soldé. Sauf que tu as la banque qui te rappelle en disant non, la personne elle nous a contacté, elle nous a démontré que c'était que des sommes qui venaient d'allocation familiale. Donc du coup, on est obligé de lever la saisie. Et voilà. Donc ça, c'est des sommes qui sont totalement insaisissables. Donc tu peux pas les saisir. Et il y a plein de choses comme ça qui sont un peu mal faites. Parce que c'est pareil, quand tu fais une saisie sur le compte bancaire de quelqu'un, la loi prévoit que tu es obligé de laisser sur le compte bancaire le montant du RSA, qui est aujourd'hui de 600 et quelques euros. Donc, c'est-à-dire que la personne, tu n'as pas payé 1 ou 2 mois de loyer, 3 mois de loyer, elle te doit 1 500 euros. Tu vas faire une saisie sur son compte bancaire. S'il y a 500 euros sur le compte bancaire, tu es obligé de lui laisser. Et toi, tu récupères 0. Ouais, donc moi, je comprends pas pourquoi les gens jouent encore au loto au final. Parce que c'est mieux que le loto, ça. C'est-à-dire que tu as les gains tous les mois et en plus, tu n'as pas d'impôt. Comme le loto. Ouais, mais c'est bon, après, ça dure qu'un temps et une fois que les enfants ils sont partis, mais c'est ouf. Ok, bon, donc reprenons. Donc tu fais tes 2 années, ça te plaît. Et alors là, chose que j'ai pas dans mon puzzle, est-ce que tu t'associes pour monter une étude ? Est-ce que tu rejoins un notaire ? Est-ce que tu restes avec un huissier ? Est-ce que tu restes dans l'étude où tu as démarré ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, effectivement, je fais mes 2 ans de stage dans la même étude, sauf qu'au bout de 2 ans, j'en ai marre. Les 2 titulaires en place, les 2 huissiers en place se prennent vachement le chou et finalement, moi, stagiaire, je suis beaucoup plus investi qu'eux, sauf que c'est pas ma boîte. D'accord. Et au bout d'un moment, j'en ai marre, je décide de partir. Et à ce moment-là, je sais qu'il y a un huissier avec lequel j'étais en contact parce qu'il était formateur dans la fameuse École nationale de procédure et avec qui je m'entendais bien,
qui était formateur et qui, lui, voulait quitter la profession. Donc, je savais qu'il revendait ses parts dans une étude où il y avait 3 huissiers en place. Et donc, du coup, j'ai pris attache avec eux. Et le deal, ça a été de dire, bah, écoute, viens en tant que salarié, tu passes l'examen, parce que du coup, je venais juste de finir mes 2 ans de stage, mais je n'avais pas encore passé l'examen. Ils m'ont dit, tu viens, tu passes l'examen. Et si jamais tu as l'examen, bah, dans ce cas-là, soit tu deviens huissier salarié, parce que c'est possible d'exercer en tant que huissier salarié, soit tu deviens huissier associé. Du coup, le deal est fait. Je change d'études et là, dans ce cas-là, là, je pars sur le secteur de Chartres dans l'Eure-et-Loire. Et je passe mon examen, que je réussis. Et là, du coup, je décide d'un commun accord avec eux de m'associer directement. Et du coup, je rachète les parts de celui qui partait et je m'associe avec les 2 huissiers en place dans la structure dans laquelle j'étais venu en tant que salarié quelques mois auparavant. Ça, tu rachètes avec un crédit pro et tout? Ouais, exactement. Crédit pro, les banques financent bien et c'était un crédit sur 12 ans. Ça s'est fait tranquillement. Ok. Et là, donc, tu continues à vivre dans les Yvelines? Ouais, je continue à vivre dans les Yvelines, mais je suis pas très très loin. Je suis à une demi-heure de route. Ok. L'avantage. C'est grand, les Yvelines. Hein. Ouais, c'est grand, ouais. C'est très très grand. Et l'Eure-et-Loire, c'est encore plus grand. L'Eure-et-Loire, je crois que c'est un des plus grands départements de France. Et je suis pas très très loin de chez moi. Je suis à une demi-heure de route. Et moi, j'y trouve mon compte parce que ma femme, elle est enseignante et du coup, elle a été rattachée sur l'Académie des Yvelines. Donc, si jamais il fallait qu'on déménage, il fallait qu'elle change d'académie, elle pouvait se retrouver n'importe où sur le département. Enfin, c'était un peu la galère. On a nos familles qui étaient pas très loin de chez nous, donc on décide de rester sur le secteur. Et moi, d'avoir cette petite coupure, cette petite demi-heure de trajet, ça permet vraiment de couper. Ou quand tu pars du boulot, que tu arrives chez toi, voilà, tu as pu évacuer comme ça pendant une demi-heure à écouter de la musique, à écouter des podcasts, à appeler des gens, etc. etc. Et c'est pareil, tu as un métier qui est dans pas mal de cas assez conflictuel, ou de ne pas vivre là où j'exerce. Quand tu vas faire tes courses au Leclerc ou à Carrefour le week-end, de ne pas forcément croiser la personne que tu as saisie ou que tu as expulsée 15 jours avant, c'est quand même pas désagréable, quoi, parce que c'est vrai que ça peut vite être un peu compliqué. Ouais, ok. Complètement. Et donc là, à ce moment-là, tu n'as rien en IMO, tu n'as aucune... Enfin, tu deviens entrepreneur parce que profession libérale, quoi. Ouais, exactement. Puis moi, j'ai toujours eu cette fibre d'entrepreneur où on n'en a pas parlé, mais quand j'étais à la fac, de droit, la fac, c'est plutôt, enfin, même si le rythme de l'année, c'est quand même assez intense en fac de droit, mais c'est plutôt cool. Mi-mai, tu as fini la fac et tu reprends que mi-septembre. Et pendant mes 4 années de fac, j'avais monté un business à côté qui était dans la destruction des nids de guêpes et des nids de frelons. Et du coup, qui correspondait pile poil à la saison parce que bah, forcément, tout ce qui est nid de guêpes, tu retrouves ça un peu la fin du printemps et pendant l'été. Et du coup, j'avais monté ce business-là que j'ai fait pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, j'avais monté ma petite boîte et l'été, bah, j'allais chez les particuliers et les pros et voilà, je faisais la destruction de nids de guêpes et nids de frelons. Et comment tu t'étais formé à ça? À l'époque, mon frère était pompier et les pompiers n'intervenaient plus là-dessus. Oui. Ça venait de passer. Ouais. Les pompiers n'intervenaient plus là-dessus. Maintenant, il fallait faire appel à des sociétés privées. Et du coup, il m'avait dit j'ai une super opportunité pour toi. Je vais te former parce que eux, en tant que pompiers, étaient formés à intervenir. Parce que s'il y avait des interventions à faire dans des écoles ou des choses comme ça, ils intervenaient encore dans les cas d'extrême urgence. Et du coup, il m'avait formé, il m'avait montré les produits, etc. Enfin, comment faire. Et après, bah, j'ai appris sur le tas et je me suis retrouvé à faire ça pendant mes vacances scolaires pendant 3-4 ans. C'était plutôt cool. Excellent. Et en micro, comment tu avais un Ouais, statut? à l'époque, j'étais en auto-entreprise. Ok. Donc, première année qui tournait bien et la dernière année, au fur et à mesure, tu te faisais une clientèle, une notoriété. Puis, tu avais des clients qui te rappelaient parce qu'il y avait des guêpes qui revenaient chaque année. Et les dernières années, je me faisais 6-7 000 balles chaque mois. Enfin, les mois de juillet d'août qui étaient vraiment les plus intenses. Et ça payait vraiment bien. Et en plus, en auto-entreprise, avec assez peu de charges, parce que quasiment que de la prestat de service, les produits coûtaient pas cher. Donc voilà, après je faisais des journées de malade et je me retrouvais dans une énorme combinaison, dans des combles et dans la laine de verre où il faisait 150 degrés là-dedans et je perdais 150 litres de flotte. Mais au moins j'étais mon propre patron, je gérais mon agenda, j'avais créé mon site, enfin, j'avais vraiment tout fait et c'était vraiment cool, quoi. Et c'est une boîte que tu n'as plus du tout? Non, que j'ai arrêté quand je suis rentré en tant que stagiaire, mais que mon grand frère du coup qui m'avait formé, qui était pompier, il a arrêté d'être pompier, il a repris le truc. Et il l'a développé, il a même créé une branche apiculture où il élève ses abeilles, il fait son miel, il fait les marchés, etc. Trop bien. Et il a repris le truc et la société existe encore aujourd'hui. Incroyable. C'est génial. Trop bien. Ok. Ouais, tu vois, ça, on n'avait pas non plus. Ok. Donc là, tu te lances. La lutte contre. Je fais juste une toute petite parenthèse, mais la lutte contre les nuisibles, c'est une super niche. Alors, par contre, c'est chiant. Comme tu dis, tu vas ou dans des combles ou dans des caves, c'est salissant. Mais par contre,
c'est le genre de truc que personne veut faire et ça paye de ouf. Ouais, Hier, moi, les j'avais le gars. vertige, quand fallait monter sur les toitures à 10 mètres de haut et tout. Mhm. Putain. Mais c'était un bon souvenir, parce que quand tu es ton propre patron comme ça, toi, c'était ma première expérience entrepreneuriale, mais finalement, moi, j'ai toujours été indépendant et entrepreneur, et le seul contrat de travail que j'ai eu, c'est ces 2 ans de stage où j'étais obligé Ouais, d'être salarié pour pouvoir les faire, mais sinon, j'ai toujours été à mon compte. Hier, j'ai fait un fight trop bien. dans un garage que j'ai. Bah d'ailleurs, tu sais, je t'ai dit lors de notre call, je vais remettre en location un garage. Bon, bref, on s'en fout. Il fallait débarrasser ce garage que j'avais loué à un artisan que je connais. Et il avait laissé plein de bordel, du placo, du truc, du machin. Et on s'est retrouvés en face à face free fight avec 2 rats, mon frère, hier. Des Gros matous. Le MacBook. Oh Honnêtement. putain. Mais des trucs, mais monstrueux. Bref, voilà. Donc c'est pour ça Ils que ont je t'ai dit. attaqué. Il y en a un qui était vraiment mal. Je pense qu'il avait fait 14-18. Tu sais, il était vénère, éclaté et tout. Et lui, donc, non. Et l'autre, par contre, on a eu la sensation qu'il nous avait un peu attaqué, ouais. Mais peut-être. Moi, j'ai dit au gars avec qui j'étais, je lui ai dit, mais ça va. Enfin, il peut pas nous attaquer. Et il m'a dit, mais si, mais ça attaque et tout. Et effectivement, il était un peu vénère. Je sais pas si c'est nous, notre appréhension. Bon, bref, on s'en fout, mais Même voilà. Al Capeur, il attaque, hein, il se défend. Ah oui, Ouais. moi j'ai déjà un rat qui m'a attaqué Ah dans ouais une cave. Ouais. C'est dangereux, ça transporte des maladies et tout, ces trucs-là. Hein. Ouais, Il non, m'a mais là, mordu dans la chaussure de sécurité, ce rat de merde. Ah ouais. Ah ouais. Bah là, je Je ne l'ai dirai dégagé rien après. parce que sinon on va prendre LS5 et L55 ou je sais pas quoi. L214 ou 212. Ouais, voilà. Ok, mon Nico. Donc on continue. Donc tu es entrepreneur pour la seconde fois du coup avec cette étude. Enfin, tu Ouais. t'associes. Tu exerces pendant combien de temps? Au total, là, quand j'ai cédé mes parts il y a un peu plus d'1 an maintenant, et Ah c'était 6 ans d'association. Ok. Et donc tu fais cette vie. Enfin, tu vis ta vie, ok. Tu gagnes quoi là, à peu près? T'es retombé sur tes pattes? T'étais bien comme Google? Google avait raison? T'étais sur tes 70 000 balles? Non, Ouais, 40 000 balles? sauf que quand j'avais lu effectivement les fameux, je me souviens encore du chiffre, les fameux 7 800 euros bruts, ça prenait pas forcément en compte à ce moment-là, où j'avais pas forcément pigé qu'il faudrait que je m'endette pour acheter les parts. Oui. Donc j'allais forcément avoir un prêt pour pouvoir rembourser les parts, et que c'était du montant brut, et que quand tu es indépendant, tu as des cotisations sociales à payer à l'URSSAF, que nous, que tu as des cotisations sociales à payer à la CAVOM, qui est la caisse d'allocation de vieillesse des officiers ministériels, donc l'organisme retraite des officiers ministériels. Mais grossièrement, tu gagnes bien ta vie. Je devais tourner à net, une fois toutes les charges payées, ouais, aux alentours de 3 000 à 4 000 euros. Donc quand tu es jeune et que tu te lances, sachant que moi j'ai toujours eu un train de vie classique à côté, enfin voilà, tu t'en Ouais, sors, tu tu t'en vis. sors très très bien. Ok, d'accord. Ouais, puis tu peux racheter qu'en nom propre ce genre de choses. Tu fais pas de holding pour acheter ça, ou je crois. Ouais, non, effectivement. Ouais. Enfin, après, tu peux, mais il n'y a que certaines holdings, il faut qu'elles soient agréées, etc. Il faut que tu déposes un dossier à la chancellerie, c'est très compliqué. Et ta holding peut détenir que des parts dans un huissier. Tu ne peux pas faire de montage avec une holding qui détiendrait des parts de SCI, plus une activité commerciale Ouais, à ok. côté, plus. À la C'est chancellerie. très segmenté. Excusez-moi, mais moi, ce podcast, alors j'apprends plein de trucs. En même temps, j'ai l'impression d'être dans un épisode d'Harry Potter. C'est quoi la chancellerie? Le ministère de la Justice, pardon. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok. Et il faut qu'il te valide une holding? Ouais. Si ta holding, elle doit prendre des parts, en fait, c'est une profession qui est réglementée. Et donc, quand tu t'installes, c'est pareil, tu dois déposer, même quand tu rachètes des parts, tu dois déposer un dossier que la chancellerie, le ministère de la Justice, du coup, va examiner. Et ils peuvent soit accepter, soit refuser que tu prennes des parts. Après, pour refuser, il faut vraiment qu'il y ait un motif grave qui justifie qu'ils refusent. Ouais, en général, ça passe, quoi. Ouais, ok. Mais comme pour quand j'ai vendu mes parts, je m'étais dit en 2 mois, ça va être bouclé, sachant que j'ai vendu à mon associé. Sauf que ça a mis 9 mois, le dossier à être traité là-haut au ministère de la Justice, quoi. Donc même pour sortir, il faut que tu aies l'agrément du ministère de la Justice qui dise « Ok, c'est bon, tu peux partir. » Nouvel enfant. Ouais, Ok. c'est exactement ça. Donc, à quel moment tu croises l'immobilier et le métier d'huissier? Est-ce que ça a un rapport? Enfin, non, plus qu'un rapport. Est-ce que le métier d'huissier t'a aidé à investir en IMO et à croiser l'IMO? Est-ce que ça a été une opportunité ou alors ça n'a rien à voir, c'est juste tombé comme ça?
Alors oui et non, sachant que au début, moi j'étais vraiment focus et spécialisé sur l'activité juridico-judiciaire et spécialisé un peu dans tout ce qui était immobilier, où c'est moi qui traitais toute la partie contentieux locatif, constat autour également du locatif et de l'immobilier. Mais forcément, j'en voyais que le mauvais côté. C'était des dossiers d'expulsion que j'avais du matin au soir. Donc pour moi, c'est le locataire, voilà, enfin que des dossiers avec des locataires qui payent pas, que des dossiers avec des dégradations, des dossiers avec des locataires qui décèdent dans le logement. Qu'est-ce que tu fais? Avec le locataire qui part sans remettre les clés, sans qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu vois, j'avais vraiment tous les cas de figure les plus compliqués. Ouais. Et j'ai vraiment vu tout le mauvais côté, un petit peu la face cachée de l'immobilier, où tous les cas qui peuvent arriver, je les ai forcément connus et traités. Donc j'avais vraiment cette partie-là. Et c'est après qu'on s'est un petit peu développé, qu'on a créé cette activité d'administrateur d'immeubles, où on avait un parc de gestion locative, où là, du coup, on faisait de la gestion classique comme une agence immobilière. Et là, moi, je m'occupais de toute la partie gestion locative. Mon associé, lui, s'occupait de la partie syndic de copropriété. Et du coup, j'ai commencé à accompagner et à gérer des biens immobiliers pour le compte d'autrui. Et sauf que là, on avait des propriétaires qui avaient 2-3 biens immobiliers. Je trouvais ça déjà pas mal. Puis, il y en avait qui avaient une dizaine de biens immobiliers. Je trouvais ça ouf, quoi. Il y en avait qui en avaient une quinzaine. Pour moi, c'était des dieux. Et je me suis dit, au bout d'un moment, c'est bien, tu maîtrises toutes ces notions-là. Et plutôt que de t'occuper de l'immobilier des autres, commence-toi peut-être à t'occuper et à te constituer un petit patrimoine à toi. Sachant que je commençais également à bien gagner ma vie et que quand tu commences à bien gagner ta vie, tu as toujours ton pote, les impôts, qui viennent taper à la porte en disant coucou, tu te fais un peu défoncer au niveau des impôts. Et je me suis dit, voilà, comment commencer à défiscaliser? Donc défiscaliser, hop, tout de suite, ça te ramène vers l'immobilier, les Pinel, les machins et tout. Donc voilà, tout de suite, la boule s'est vraiment orientée vers l'immobilier. Je me suis dit, tiens, je vais commencer à investir dans l'immobilier. Et c'est comme ça que j'ai mis petit à petit la main à la pâte, à commencer à regarder un petit peu tout ce qui se faisait sur Internet, à regarder les vidéos de l'investissement. Parce que même si j'avais effectivement toutes les notions juridiques, etc., il me manquait quand même la question des travaux, comment gérer un chantier, les régimes fiscaux, etc., C'est des notions que j'avais pas forcément et que je maîtrisais pas forcément. Et du coup, j'ai commencé à me former sur ces points-là, à consulter effectivement. Et c'est là que du coup, j'ai commencé à me lancer dans l'immobilier avec un bien, puis un deuxième, puis un troisième, et que j'enchaîne. Et tu as démarré par quoi au final, l'IMO? Un petit appartement. Ok. En copro Ouais, copro, classique. Ok, d'accord. Et que tu as exploité en nu, normal. Ouais, exact, en nu. Et c'est là qu'après, je me suis rendu compte que le nu, en fait, c'est pas forcément terrible parce que, surtout quand tu as une grosse TAMI, tu te fais vite défoncer au niveau des revenus fonciers. Donc après, j'ai commencé à me diversifier, à passer sur du logement en meublé. Et voilà. Ok. Mais ça, c'était avant. C'était quand ça valait le coup. Quand le LMNP n'était pas passé par le 49.3. Après, j'ai eu cette chance-là Enfin, cette chance, je sais pas si c'est une chance. Où du coup, j'avais quand même pas mal d'endettement à titre perso avec ma résidence principale que j'avais achetée, avec mon prêt pour le rachat des parts de l'étude. Okay. Ce qui fait que rapidement, les banques m'ont dit taux d'endettement, ça commence à être compliqué. Et du coup, j'ai rapidement constitué une SCI à l'IS et la quasi-totalité de mes invests sont en SCI à l'IS. Ce qui fait que moi, cette notion-là de la réintégration des amortissements, aujourd'hui, je ne suis pas concerné, donc ça me change pas ma vie. Et, voilà. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, tous les auditeurs. Ah oui. Finito la belle vie. Maintenant, il va falloir raquer, bande de putes. C'est un peu ça. Il faut de plus en plus se professionnaliser. Ah oui, non, mais là, je faisais surtout la voix de l'État. Ah oui. La chancellerie. Et toi, ma stratégie d'investissement a évolué au fil de l'eau, parce que j'ai commencé par du nu, après je me suis développé sur la location longue durée en meublé. Et depuis le séminaire MMA qu'on a fait l'année dernière, où il y avait effectivement, vous avez fait une intervention sur le logement Airbnb, où moi j'avais jamais fait de Airbnb parce que pas le temps et pareil, beaucoup d'a priori. Et je me suis dit, tiens, le prochain bien que je fais, je le mets en Airbnb. Et là, ça y est, du coup, maintenant, j'ai mon premier Airbnb sur le marché. Et il tourne bien. Bon, je l'ai mis, il est parti en loc sur les mois de décembre, donc ce qui n'est pas forcément les meilleurs mois pour louer. Ouais. Mais là, ça se remplit bien. Et pour l'instant, j'en suis content. Pas de problème majeur. Et voilà, tu nous envoies ravis. Voilà. Bien. Ok. Alors, IMO. Et alors, à quel moment tu
Alors, t'arrives à quel niveau en IMO, c'est-à-dire à quel moment tu te dis bon, c'est bien, je suis bien. À quel moment Green Bull aussi intervient, enfin, ou toi tu interviens dans Green Bull, comme tu veux. Et à quel moment tu dévies pour l'entrepreneuriat une fois de plus en te disant ok, il y a un problème, enfin, je détecte un problème, il faut que j'amène une solution. Et surtout, même si je comprends exactement les problèmes que tu vas évoquer, je vois à peu près, mais à quel moment tu montes sur ton cheval blanc et tu te dis « Ok, je vais monter une boîte pour aller solutionner tous ces problèmes ». Parce que quand tu m'as présenté Calimo et quand j'ai vu la multitude d'options possibles, mais en plus que vous avez réussi à rendre très pratique, pragmatique, très simple. Je me dis qu'il y a eu un développement de tronche, ça a dû être... Enfin, moi, je n'aurais pas tenu. Tu vois, m'attaquer à un aussi gros truc, je ne l'aurais pas fait. Donc, comment tout ça s'est créé ? Alors, comment tout ça s'est créé? Du coup, l'immobilier, voilà comment j'ai réussi à me mettre dedans. Puis moi, l'immobilier, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Et plus le temps passait, plus je me suis spécialisé dans l'immobilier. Et avec mon activité professionnelle d'huissier, j'étais vraiment le spécialiste de toutes les questions du contentieux locatif, de la gestion locative, des rapports locatifs, enfin, tout ce qui tournait locatif. C'est des choses dont je maîtrisais énormément les choses. Et tout de suite, je me suis constitué un réseau où j'ai accompagné énormément d'investisseurs immobiliers, de marchands de biens. Parce que ce qui est intéressant quand tu as un parcours juridique, c'est que tu apprends à décrypter des lois, à lire des articles de loi, où chercher les informations. Et finalement, tout, mais absolument tout dans la vie est issu d'une règle de droit. Quand on dit que là, effectivement, la fiscalité, la machin, la fiscalité, c'est quoi? C'est la loi de finances. La loi de finances, c'est quoi? C'est une loi, c'est une règle de droit. Donc, en fait, tout est issu d'une règle de droit. Les travaux que tu peux faire, les taux de TVA, les machins. En fait, avec ce parcours-là, ce qui est bien, c'est que tout de suite, quand tu sais comment réfléchir, appréhender, lire, etc., tu peux aller chercher les informations, les comprendre et les mettre en application. Et moi, je me suis vraiment spécialisé dans le droit, l'immobilier et plus vraiment spécifiquement le droit de l'immobilier très rapidement. Et j'étais un peu la référence sur mon secteur de toutes ces questions-là. Et du coup, voilà, je continuais mon petit parcours comme ça. Avec Green Bull, comment ça s'est fait? Moi, je suis rentré chez Green Bull en tant que client, parce que pareil, moi, je dépense énormément d'argent à me former, surtout parce que forcément, on peut pas tout connaître, et même quand on connaît des choses, ça évolue énormément. Donc, je fais beaucoup de formations, j'aime me former, j'aime apprendre. Et du coup, j'avais fait la formation de Green Bull, notamment sur la fiscalité, et après, j'avais pris d'autres formations chez eux. Et j'étais rentré en contact avec Yann, et Yann, à l'époque, était quand même très actif sur YouTube et sur les vidéos, notamment sur le thème de l'immobilier. Et il m'avait dit, justement, ça tombe bien, je cherchais un huissier de justice pour faire une vidéo immersive sur le métier d'huissier, pour l'investissement locatif, etc. Et ce qui fait qu'on est rentré en contact comme ça, qu'il est venu me rencontrer dans mon étude et qu'on a fait une vidéo qui est disponible sur YouTube. Si vous tapez Yann Darwin, huissier, vous tomberez sur la vidéo sur laquelle qu'on avait fait ensemble. Et c'est comme ça qu'effectivement, je suis rentré un petit peu dans l'écosystème Green Bull. Et à l'issue de ce tournage, les équipes de Green Bull sont venues vers moi. Ils m'ont dit, écoute, dans notre programme de formation, on a plusieurs coachs, dont certains que vous avez, notamment Mika, que vous avez reçu, qui lui est vraiment spécialisé sur le volet travaux. Bon, c'est un peu une étiquette qu'on lui a mis dessus, mais même s'il a beaucoup plus de compétences que ça, mais c'est un peu vraiment sa spécialité sur le volet travaux. Philippe, qui était vraiment le spécialiste des questions fiscales et comptables. Isis est spécialisé sur tout ce qui était gestion locataire. Léo, à l'époque, qui n'est plus coach aujourd'hui, qui était spécialisé sur tout ce qui est division foncière. Et ils m'ont dit, il nous manque quelqu'un sur tout l'aspect juridique. Est-ce que ça te dirait d'être coach sur notre programme? Et moi, j'aurais dit, ok, ça me branche. Sachant que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. J'adore transmettre. Et tout de suite, tout le temps, tu vois, j'aime accompagner les gens pour les former. Tout de suite, quand je me suis retrouvé associé, on avait des stagiaires. Les stagiaires, c'est moi qui les prenais sous mon aile pour pouvoir les accompagner, pour qu'elles puissent passer leur examen, etc., etc. Donc, je passais du temps avec elles. On faisait des programmes de révision. Donc, tu vois, j'aime vraiment accompagner les gens et les former. Et du coup, quand on m'a proposé ça, ça a été d'un naturel que j'ai accepté. C'est comme ça que j'ai mis mon pied dans l'écosystème Green Bull et que je suis devenu coach. Ça roule, ok. Et alors, qu'est-ce qui te pousse à créer en association Calimo? Comment t'en arrives à Calimo?
Comment j'en arrive à Calimo? Bah, au bout d'un moment, je me dis, je faisais ma gestion un petit peu à la main. Et au bout d'un moment, je me dis, c'est un peu pénible et je fais tout le temps la même chose, c'est relou. Je vais chercher un logiciel de gestion locative. Donc, il y en a plusieurs qui existent sur le marché. J'en essaye un, j'en essaye deux, j'en essaye trois. Et tout le temps, un truc qui allait pas. Soit effectivement, il y en avait qui faisaient que des locaux d'habitation, mais pas de locaux commerciaux. Il y en avait, bah, ça te faisait ton contrat de location, mais tu peux pas faire d'état des lieux, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. D'autres, l'ergonomie, elle était horrible. Tu passais une demi-heure à chercher un bouton et une fois que tu avais le bouton, bah, tu passais 2 minutes à faire, enfin 10 secondes à faire la tâche, mais tu passais 30 minutes à chercher comment faire quelque chose qui prend 10 secondes. Il y en avait d'autres où tu éditais ton contrat de location. Moi, c'était mon boulot, j'en faisais toute la journée où tu voyais que c'était truffé d'erreurs. Je me dis, bah, ça, c'est tout simplement pas possible. Et en fait, bah, je me suis dit très rapidement, OK, il n'y a rien qui correspond à ce que moi je cherche. Ça peut être cool de créer un logiciel de gestion locative. Donc, j'ai commencé à me renseigner de mon côté. J'ai fait des devis avec des développeurs parce que j'ai aucune compétence en développement technique informatique. Et tout de suite, c'était un billet de 200-300 000 euros qu'il fallait mettre sur la table. Donc, je me suis dit, bah, le logiciel de gestion locative, c'est bien, mais ça attendra. Et du coup, dans mes activités de coach d'expert au sein de Green Bull, il y a quelqu'un qui s'appelle Théophile, qui est client, lui, de l'académie, qui est investisseur immobilier, qui avait créé un simulateur de rentabilité qui est en ligne, qui s'appelle Simlock, qui est encore en ligne aujourd'hui, qui est totalement gratuit et sans inscription, et qui te permet de calculer ta rentabilité, de les comparer avec les différents régimes. Et je savais qu'il avait créé ça, que j'utilisais, qui était très bien foutu. Et lui, il est dev, en fait. Exactement, ouais, il est dev. Et un jour, il y a quelqu'un qui pose une question sur le groupe privé de Green Bull en disant Salut, moi j'avais pour projet de monter un logiciel de gestion locative, qu'est-ce que vous en pensez? Et je vois Théophile qui commente Ah, bah moi j'avais la même idée. Et moi, de mon côté, j'avais également la même idée. Et j'ai vu que Théophile, qui était développeur, avait la même idée. Du coup, j'ai chopé son numéro, je l'ai appelé et je lui ai dit bah, Salut, c'est Nico, machin. Tu dois savoir qui je suis coach dans le programme de Green Bull, là où tu es. J'ai vu que tu avais ce projet-là, j'ai vu que tu étais développeur, je sais que tu as fait Simlock. Voilà, moi j'ai ce projet-là, je vois les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il m'a répondu, bah ouais, moi exactement pareil, je suis chaud, j'ai la même idée que toi. On s'est tapé dans la main et on a décidé de créer Calimo. Ok. Et Calimo voit le jour quand? Quelle année en fait vous créez ça? Calimo, on s'est tapé dans la main en novembre 2022. Donc ça a été vraiment tu vois, je croyais que c'était avant le MMA déjà, ouais, je m'en rappelais hein, que tu en avais parlé déjà là-bas. Non mais moi je croyais que c'était plus vieux, Tony. Je croyais que c'était 2019 ou 2020 ce truc. Non, c'est novembre 2022, donc ça a un petit peu plus de 2 ans aujourd'hui. Okay. C'est vraiment le moment où on s'est tapé dans la main et qu'on a dit ok, vas-y, on est chaud, on fait un logiciel. Sauf qu'on s'est dit bah ok, on commence par quoi? Parce que c'est un peu comme si tu dis je construis une maison, ouais c'est bien, mais il faut prévoir les plans, il faut prévoir l'infrastructure, etc., etc. Et ça a été vraiment cette étape-là où on a dit ok, on lance le logiciel. Et tout l'avantage, et c'est un peu ce que tu disais, ce qu'on a voulu mettre en avant avec Calimo, c'est que Calimo, c'est un logiciel qui est avant tout créé par des investisseurs pour des investisseurs. Donc on savait ce qu'on cherchait, on savait ce qu'on voulait, et on a avant tout créé un outil pour nous, entre guillemets. Et ça, on le voit dans l'utilisation, on fait beaucoup remonter. Ouais. Effectivement, c'est pratique, c'est intuitif. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre au cœur du développement de Calimo, quelque chose qui soit simple à utiliser, qui soit fonctionnel et qui soit intuitif. Et qui n'est pas une mince affaire parce que l'immobilier, ça part mais dans tous les sens. Même si tu as un espèce de tronc commun, mais tout de suite, les règles elles changent en fonction que tu es en bail meublé ou que tu es en nu. Le fait que tu sois en coloc, tu peux être en coloc avec un bail collectif ou en coloc avec un bail individuel. Tu peux également être en coloc avec un bail collectif, avec un bail individuel, mais être étudiant. Tu peux avoir la location meublée étudiante. Tu peux avoir de la location commerciale, de la location professionnelle, du bail dérogatoire, du bail civil. Enfin, tu pars tout de suite dans tous les sens. Tu peux être également sur des zones avec des zones tendues, avec des loyers qui sont plafonnés, etc., etc. Enfin, ça part dans tous les sens. Et on a décidé d'arriver à cadrer ça pour avoir une arborescence qui soit fluide, qui soit simple. Et c'est ce qu'on essaye de construire au jour le jour avec Calimo. On a encore beaucoup de choses à développer, mais aujourd'hui, on en est plutôt satisfait. Et c'est comme ça que le truc a vu le jour. Vous pouvez. Est-ce que tu veux que je parle est-ce que tu veux parler de Calimo et donc dire en quoi ça consiste et ce que ça peut apporter aux gens qui nous écoutent? Ou alors est-ce que et après je dirai ce que j'en pense, ou alors tu veux faire l'inverse? N'importe, si tu veux, je peux juste en dire 2-3 mots et après. Voilà, explique vraiment explique ce qu'il en est et toutes les possibilités. Parce que moi, ce qui m'a vraiment fait halluciner, c'est ça. Ouais, Calimo, c'est un logiciel de gestion locative en ligne à destination des particuliers, donc de ceux qui détiennent un bien immobilier. Le but avec Calimo, c'est vraiment… particulier ou pas du tout?
Enfin, particulier. Tu peux être en société, c'est que mieux. Hein. Oui, exactement. Tu peux, voilà, tu peux c'est pas destiné aux mecs en LMNP, c'est pas du tout ça. Non, exactement. Tu peux l'utiliser que sur un nom propre, en SCI, Exactement. en SAS, etc. Quand je disais particulier, tu fais très bien de me reprendre, c'est que c'est destiné aux propriétaires de biens immobiliers. Voilà, c'est On est pas en train de fait pour développer des une version pour les professionnels, donc ceux qui ont des agences immobilières, qui sont indépendants immobiliers. On est en train de développer une version pour eux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment à destination de ceux qui sont Retail, propriétaires directement ou indirectement de leurs biens immobiliers. Et Kalimo, du coup, c'est une solution de gestion locative qu'on a fondée autour de 3 thématiques. Et c'est vraiment les 3 missions qu'on essaye de mettre en avant avec Kalimo. 1, simplifier la gestion locative. Et pour simplifier la gestion locative, on a mis vraiment au cœur de notre développement cette ergonomie et cette simplicité d'utilisation avec des menus qui sont simples, qui sont intuitifs, qui sont faciles, où tu n'as pas besoin de chercher pendant 20 minutes une action, comment l'effectuer. Alors bien évidemment, dès que tu arrives sur un logiciel qui est nouveau, tu passes toujours un petit peu de temps à chercher, mais une fois que tu as l'outil en main, ça se fait extrêmement bien. Donc, premier axe de développement, la simplicité d'utilisation. Deuxième axe de développement, automatiser la gestion locative. Et ça, on a voulu mettre pas mal de fonctionnalités qui te permettent de pouvoir automatiser toutes ces tâches qui sont chronophages, notamment avec la synchronisation bancaire, où tu peux venir plugger ton compte bancaire qui vient détecter automatiquement le paiement de ton locataire, qui vient te le mettre en comptabilité, qui te permet de lui envoyer automatiquement la quittance s'il est à jour de son loyer, qui te permet également de gérer tout un système de rappel avec les attestations d'assurance. Si jamais il y a un impayé, ça lui envoie automatiquement un courrier. Tu peux tout paramétrer, tout personnaliser en fonction des locataires. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Et le but, c'est de pouvoir automatiser au maximum sa gestion locative. Et de 3, sécuriser la gestion locative. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est un peu ma déformation de professionnel du droit et d'huissier de justice. On a mis en place pas mal de verrous pour accompagner nos utilisateurs. Et là, on va encore accentuer les choses parce que ça, je l'ai vu sur tous les logiciels qu'on a essayés. Tu peux saisir absolument tout et n'importe quoi. Alors que la gestion locative, c'est quelque chose qui est très encadré. Quand tu fais un contrat de location avec un dépôt de garantie, si tu es en bail meublé, c'est maximum 2 mois de dépôt de garantie. Sur tous les logiciels qu'on a essayés, tu peux marquer 1 million d'euros de dépôt de garantie. Sur ton contrat de location, il y aura marqué 1 million d'euros de dépôt de garantie. Et ça, nous, on s'est dit, c'est pas possible. Il faut qu'on accompagne nos utilisateurs, qu'on les guide et qu'on les sécurise dans les données qui sont saisies pour pas que leur bail, il y ait des absurdités qui soient notées et que ça puisse remettre en question la validité de certaines clauses. Et du coup, on a mis comme ça plein de verrous sur les formulaires que tu viens saisir, ou par exemple le dépôt de garantie, si tu es sur un bail meublé et que tu viens mettre un montant qui est supérieur à 2 mois de loyer, ça va te mettre un petit message d'alerte en te disant non, là c'est pas bon parce que si, parce que ça. Et on a mis comme ça plein de petits verrous et on a des gens qui font de la gestion locative depuis des années et des années et qui nous appellent systématiquement en disant il y a une erreur sur Kalimo parce que si, parce que ça. On leur dit non, c'est pas une erreur, c'est la réglementation qui fait comme ça. Un exemple précis, l'autre jour une personne qui m'appelle et qui me dit il y a une erreur sur votre contrat de location et il y a marqué que le bail il est conclu pour une durée de 6 ans. Je lui dis oui, c'est normal, vous êtes sur un bail nu. Il me dit oui, mais le bail nu c'est 3 ans. Je lui dis non, parce que là vous êtes en personne morale et la loi prévoit que quand vous êtes bailleur en tant que personne morale, sauf pour les SCI de famille, donc les SCI qui sont constitués exclusivement entre membres d'une même famille, quand le bailleur est une personne morale, sur un bail nu, le bail est automatiquement conclu pour une durée de 6 ans. Et là, la personne l'apprenait et ça faisait 10-15 ans qu'elle faisait de la gestion locative comme ça, avec des contrats location qui avaient une durée qui était erronée et qui peut avoir des incidences sur la date à laquelle tu peux donner congé. Parce que finalement, tu pourras donner congé à ton locataire pas dans 3 ans, mais dans 6 ans. Et voilà, ça peut avoir des répercussions assez importantes. Mais moi le premier, Nico. Ouais, mais plein de gens et sur plein Moi, d'aspects. Je lui ai pas dit. Alors, c'est pas moi qui t'ai appelé. Non. Mais par contre, quand on a rentré mon appart, il me dit t'es sur quel bail? Je lui ai dit 369, mais serein. Hein. Il me dit non. Je lui ai dit si. Non. Donc, mais justement, ça va. Je te laisse terminer, mais on fait tous des putains d'erreurs. Alors après, il y en a qu'on sait et d'autres. C'est pareil pour les diags, on en parle souvent, Yann. Mais justement, c'est pour ça que je veux qu'il parle de Kalimo et après, je veux en parler en version client, SECPA, vraiment vous donner de l'intérêt, quoi. Mais ça, c'est normal parce que quand on est investisseur immobilier, on n'est pas un expert de la réglementation immobilière et c'est pas là la plus-value d'un investisseur immobilier. C'est pas de connaître sur le bout des doigts toute la réglementation. C'est de pouvoir dénicher des bonnes affaires, d'aller les négocier, de faire les travaux, etc., etc. Et c'est pour ça le dernier volet, donc cette fameuse sécurité locative avec les formulaires qui sont verrouillés, etc. Et également un accompagnement qu'on a voulu mettre en place où on a un support qui est disponible 24/7 pour accompagner tous nos utilisateurs, que ce soit par chat, par visioconférence, par appel téléphonique, où on les accompagne pour répondre à leurs questions techniques qui sont liées à l'utilisation de Kalimo. La personne elle cherche à savoir comment on refait un contrat de location ou comment on fait tel courrier. Ah tiens, vous allez dans tel onglet, vous appuyez sur tel bouton et ça va vous le générer.
mais on les accompagne également sur les questions juridiques, techniques, comptables, fiscales. La personne, elle nous appelle, mon locataire m'a appelé, la porte d'entrée ne fonctionne plus, il faut la changer, qui doit payer? Est-ce que c'est une charge locataire? Est-ce que c'est une charge propriétaire? Du coup, on l'accompagne pour répondre à toute cette question-là. Mon locataire, il est parti, il ne m'a pas donné de congé, il ne m'a pas remis les clés, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, on lui explique comment ça se passe, la version officielle, la version officieuse et les différentes opportunités qui se présentent à elle. Et du coup, on a vraiment intégré tout ce volet accompagnement et ça, on est vraiment la seule solution de gestion locative à le proposer. Et ce qui est génial, c'est que ça fait aussi double application. C'est un nouveau Duolingo. Parce que du coup, le 24-24-7-7, c'est en mandarin. Donc, donc tu apprends une nouvelle langue. Non, ça, justement, tu devrais le dire. Ça, le fait que le service client te réponde et que tu puisses comprendre en fait ce qu'on te dit parce que c'est pas péta ou schnock, en tout cas les gens qui te parlent dans la même langue que toi, c'est fort appréciable. Parce que quand tu es par exemple sur Booking, mais le pire c'est Airbnb. Airbnb a supprimé tellement de gens en France, je ne sais pas si ça vous est arrivé récemment. Moi je pipe pas un mot d'anglais. Moi j'ai eu les gens en anglais déjà. Voilà, alors toi tu maîtrises, sauf qu'avant ils étaient en français, c'est ça que je veux te dire. Et donc moi, aujourd'hui, en teuteux, ils me mettent un translate, un truc. Chat. Non. En gros, je les appelle, ils attendent d'avoir un traducteur français, voilà. Ils attendent d'avoir un traducteur français, et du coup on fait une conversation en trois. C'est-à-dire, le ricain en ricani, il parle. Tac, après le gars me fait la traduction, moi donc du coup l'appel il dure 35 minutes. Et ça c'est post-Covid, ils ont viré, je ne sais plus, en France ils ont viré 4 ou 5 000 personnes et voilà. Donc ça c'est, pour moi tu vois, c'était un truc fondamental dans Calimo. Il y a, je peux reprendre là, ok. Pour tous les gens qui nous écoutent, donc moi j'ai toujours dit, et je peux le redire, il y a plein de choses que je faisais mal, mais j'en étais complètement conscient, je le savais, c'était pas une volonté, mais je vivais avec comme ça. Et tu m'avais gentiment mis un peu le nez dans le caca l'année dernière en me disant, putain, mais tu fais tout à la mano, ça doit te prendre un temps monstre. Et typiquement, je m'en rendais pas compte, tu vois, parce que autant j'ai automatisé la LCD, parce que dans ma tête, la LCD, c'est quelque chose de chronophage. Tu vois, c'est plus chronophage que du nu. Et par contre, je ne me rendais pas compte que tout au long de la semaine et des mois et des années, je refaisais plein de petites choses sur les 20 lots que j'ai en nu. Et que ça, en fait, ça me prenait énormément de temps. Mais vraiment, hein, en toute honnêteté, je ne m'en rendais pas compte. Et vu que je ne souhaite toujours pas basculer comme Tony en gestion totale. Et c'est très bien d'être en gestion. Mais j'aurais moi, justement une question là-dessus après. Ouais. Moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas envie. Et donc, Calimo a été vraiment le bienvenu. Je pense que c'est le pile poil intermédiaire. C'est-à-dire que pour vraiment pour le mettre en application maintenant de manière quotidienne et que vous le compreniez, les quittances, par exemple, je l'ai dit dans un podcast en plus il y a 2 mois peut-être, on en avait parlé. Les quittances, je les faisais jamais. C'est très simple, jamais. Par contre, bien sûr, si un locataire m'appelait pour me demander une quittance, je la faisais à la mano. Le fait de la rentrer, à la limite, moi, ce que j'ai mal fait avec Calimo, c'est que j'ai attendu trop longtemps. Donc, il a fallu rentrer tous les apparts, les locaux commerciaux. Et comme tu le disais très bien, au tout début, c'est le plus long. Il faut rentrer toutes les coordonnées, les trucs, les machins, le mail, le téléphone du garant, et encore, c'est pas obligatoire, mais du garant, du locataire, du truc, du machin. Par contre, une fois que ça s'est mis en place, donc, si tu prends ce type d'application tout de suite, en même temps que tu scales, c'est beaucoup plus simple. Le fait que les comptes bancaires soient reliés au site, ça, alors je ne sais pas pour les autres si c'est comme ça, ou si c'est vous qui vous êtes dit qu'il faut absolument le mettre, ça c'est pépito. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'avais mon tableau Excel, je mettais en jaune le loyer qui avait été payé, et donc ça je checkais tous les jours avec mon application. Suite à ça, dans la logique, il aurait fallu que je fasse la quittance et que je l'envoie à la mano. Là, le fait que mon compte bancaire soit relié à Calimo, que ça check et que ça comprenne
et ça tu me l'as expliqué, que ça comprenne que ça a été payé par ce gars ou son papa ou sa daronne ou sa tante ou je ne sais trop quoi, parce qu'on peut aussi mettre ça en place, que ça le comprenne, que ça me le notifie si je veux ou pas, que ça le range, que ça crée la quittance, que ça envoie la quittance ou non, c'est pas une obligation. Juste ça, déjà, enfin, moi, juste ça, j'ai trouvé ça magique. Après, ce que je trouve point positif de ouf, c'est les états des lieux. Moi, les états des lieux, je les faisais à la mano, et après, je vais en venir au beau. Je les faisais à la mano, et franchement, c'est pas quelque chose que je le vivais plutôt bien. État des lieux, ok, entrée-sortie. Là, quand je vois que une fois que tu as rentré tout ce que tu dois avoir pour ton locataire, que ton état des lieux, il est généré et que tu as juste à cocher en direct, en parlant avec la personne et tout, mais c'est de la bombe. Franchement, c'est de la bombe. Pour le bail, incroyable. Je sais pas, le bail, tu t'es peut-être amusé à regarder le temps, mais t'édites un bail en... Je sais pas. 3 clics, on a compté. Il faut 3 clics. Ouais, peut-être 4 minutes. Et le bail, moi, ce qui m'a intéressé avec Calimo, et là, pour le coup, tu y es vraiment pour quelque chose. Moi, je me disais, il y a plein de trucs que tu fais pas de manière volontaire. C'est-à-dire, je le savais. Tu vois, notamment les DPE, les trucs, les machins, les quittances. Tu sais que tu n'as pas le droit de le faire, mais tu le fais. Bon, à partir de ce moment-là, que ton bail il soit un peu foireux et tout, moi, j'étais encore un peu en mode coup de pression et ça ira. Sauf que ton antériorité, justement, d'huissier, elle se lit, elle transparaît dans ce site. Vraiment, c'est oufissime. Et là, quand j'édite un bail, je me dis, si tu veux, j'y vais en guerrier avec une super armure, alors qu'avant, j'avais juste un petit gilet pare-balles. Là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a ? Là, c'est vraiment carré dans l'axe. Et tout ce bazar mis, tous ces outils mis les uns derrière les autres, ça offre une sérénité et un gain de temps à des endroits que je n'avais jamais détectés. C'est-à-dire que tous les auditeurs ont toujours passé leur temps, et ils ont raison, à me dire « Ça va Yann, la LCD, c'est pas trop chronophage ?» Et je leur disais « Ben non frérot, franchement, non. » Mais je ne me rendais pas compte du temps, par contre, que je mettais sur le nu, et ça me l'a coupé au moins, honnêtement. Là, sur les 2 dernières semaines, ça me l'a au moins coupé par 5. Donc c'est ouf, vraiment c'est dingo. Donc j'invite tous les gens comme moi, j'ai eu tort là pour le coup. Je suis toujours pas prêt à la gestion en agence comme Tony, mais là je reconnais que pour le tarot, c'est vraiment bien foutu. Bravo Nico, je tiens à te féliciter parce que et surtout que je dis pas souvent ça. Tu peux demander à Tony. Moi, tu peux me faire manger de la merde, je te dis non, je mange de la pizza. Tu vois, j'ai un peu ce côté tête de con, et là, je reconnais vraiment. Voilà. Tony. Est-ce que Nico, tu veux ajouter quelque chose avant que moi je te pose une petite question ? Non, pas spécialement. Effectivement, tous ces points-là, c'est des points qu'on a vraiment voulu mettre en avant, l'état des lieux, de pouvoir proposer un état des lieux avec des photos sur mobile. On est en 2025, pour moi, c'était juste indispensable. Et d'autant plus que d'expérience, j'ai pu voir que quand il y avait un locataire qui emmenait son propriétaire devant le tribunal, dans 99% des cas, c'était un litige sur l'état des lieux de sortie parce que des retenues qui étaient faites à tort ou enfin qui étaient du moins contestées. Donc tous ces points-là, c'est des frictions qu'on a voulu enlever, de la charge mentale qu'on a voulu enlever et effectivement désamorcer tous les conflits en amont, quoi. Bien. Non, moi j'allais te poser une question parce que comme moi le soulignait Yann, aujourd'hui il doit me rester 20 lots. 20 ou 23 avec les nouveaux bureaux, je ne sais plus, mais une vingtaine de lots. Et moi, c'est tout en gestion locative. Et pourquoi ? Parce que mon premier bien IMO, je l'ai eu en 2008. Donc, ça fait bientôt 17 ans que je suis bailleur. Et je pense qu'en tout cas, ma jauge de vie de bailleur, moi, elle est cramée de chez cramée. C'est-à-dire que, pour moi, aller faire un état des lieux, j'avoue, j'ai envie de crever. Je préfère... Enfin, c'est horrible, un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie, rédiger un bail... Donc, j'ai tout mis en gestion locative et je dis pas que c'est parfait, mais par rapport, en tout cas, au temps que ça m'a permis de gagner, ça va et c'est ce qui fait aussi que je peux continuer à faire de l'immobilier, c'est que je ne voulais plus m'occuper de ça.
Alors justement, c'est la question que j'allais te poser. J'y suis peut-être venu parce que, genre pour mon premier immeuble, j'avais 9 appartements avec un peu de turnover. Il se passait pas j'y allais au moins tous les 15 jours, ou faire un état des lieux, ou faire un état de sortie, poser les appels de loyer dans les boîtes aux lettres, faire les quittances. Donc je pense que ça m'a pris peut-être vachement de temps à une époque, et aujourd'hui c'est pour ça que je suis saoulé. Mais est-ce que s'il y a des mecs comme moi, qui sont des vieux bailleurs maintenant peut-être, qui ont fait ça depuis des années, qui ont finalement mis en gestion locative parce qu'ils en avaient marre, est-ce que ta solution, elle peut leur faire changer d'avis sur certaines choses? Ah oui. Alors, oui et non, c'est-à-dire que la personne qui veut ne plus jamais entendre parler de son bien et de ses locataires, etc., faut quand même qu'elle mette la main à la pâte. Donc effectivement, dans la gestion locative, tu as un petit peu deux écoles. Tu en as qui aiment mettre la main à la pâte et qui veulent continuer à maîtriser leur truc. Donc là, nous, notre solution, ça s'adresse parfaitement à eux. Et après, il y a tous ceux qui veulent absolument pas en entendre parler. Donc le fait de recourir à une application comme la nôtre, forcément, tu as un petit peu de travail effectué de ton côté pour l'édition du contrat de location, faire les visites, etc. etc. Après, tu peux également coupler ça avec une agence immobilière. Parce qu'une agence immobilière, quand ton locataire il est en place, finalement, tu dois avoir des lots, j'imagine, où tu as des locataires qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois plus, et il ne se passe rien. C'est-à-dire que le locataire, il fait son virement, tout est nickel. Et ça, sur le virement que le locataire fait, généralement, les agences ils prennent aux alentours de 6-7%. Donc, sur un loyer à 700 balles que l'agence va recevoir, pour le simple fait d'encaisser le loyer et de te le reverser à toi et d'envoyer une quittance au locataire, elle va te prendre 40-50 euros. Donc, juste pour ça, elle te prend 50 euros. Donc après, nous, on a également des gens qui confient uniquement la mise en location aux agences immobilières. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agences immobilières qui font que ça. Recherche du locataire et mise en place. Exactement. Et il y a beaucoup d'agences immobilières qui font que de la mise en location et qui ne font pas de gestion locative. Pourquoi ? Parce que les agences immobilières qui font de la location, de la gestion locative, elles le font principalement pour avoir une base clientèle avec des propriétaires bailleurs et pour récupérer les mandats au moment de la revente pour pouvoir effectivement partir sur la transaction, qui est l'aspect de l'immobilier qui est beaucoup plus rémunérateur que la gestion. C'est aussi une des raisons pour laquelle je les mets, c'est que c'est des agents immo avec qui je bosse et qui me filent des affaires en marchand, si tu veux. Donc Exactement. Il y a une part de donnant-donnant. Mais tu vois, j'avais pas pensé à ça et c'est super malin quand ça te saoule de faire les états des lieux, la recherche du locataire. Parce que moi, ce que j'aime, c'est qu'ils me présentent, ils reçoivent, tu vois, 20 candidatures, ils m'en présentent 3, ils me disent, voilà, on prend qui ? Et c'est beaucoup plus simple. Et en tout cas, à mon sens, je préfère. Mais au moins, tu peux checker, tu peux récupérer tes cautions, toi, et c'est pas mal. C'est une belle solution intermédiaire. Et puis, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais par exemple, sur 10 agences immobilières, tu en auras peut-être 7 qui vont te faire de la transaction et de la mise en location. Quasiment toutes font de la mise en location. Mais sur 10, tu n'en as peut-être que 2 ou 3 qui vont te faire de la gestion locative. Donc, déjà, ça te permet d'avoir plus d'agences et de pouvoir travailler avec plus d'agences et de leur dire, OK, vous vous occupez de la mise en location. Eux, ils vont facturer leurs honoraires d'entrée avec la rédaction de l'état des lieux, la rédaction du bail, la recherche du locataire, etc. Et une fois que le locataire il est en place, paf, il est sur Calimo, la quittance, tout se déroule automatiquement et là, tu n'as quasiment rien à faire. La quittance, ça part automatiquement, tu synchronises ton compte bancaire. Enfin. Et là, pour toi, niveau charge de travail, c'est peanuts et tu économises 50 balles par mois par lot. Donc, sur une vingtaine de lots, ça te fait 50 balles par mois. Ça commence à faire un petit peu. Non, mais c'est sûr que ça va vite. Hein. Après, moi, tu vois, je me rassurais en me disant, c'est déductible d'impôts, ça fait partie des charges, c'est dans le volume. Mais effectivement, tu vois, vu comme ça, moi, je suis à la campagne, j'ai très peu de turnover. J'ai des locataires, des fois, ça fait 3-4 ans qu'ils y sont. Et il y a quelque chose à faire, effectivement. Surtout que la tranquillité d'esprit, tu ne l'as pas forcément totalement, parce que dès qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'elle fait l'agence ? Elle t'appelle. Et c'est un peu à toi de te débrouiller avec ton... Après, voilà, on ne peut pas faire des généralités, parce qu'il y a beaucoup d'agences qui fonctionnent différemment, mais il y a les... Ah, moi j'ai eu votre locataire, il a un problème avec le chauffe-eau, du coup, etc. Attendez, je vais appeler mon chauffagiste, je vais voir s'il peut passer. Puis tu rappelles l'agence en lui disant, le chauffagiste, il peut passer tel jour, telle heure. D'accord, on va voir avec le locataire. Ah, j'ai eu le locataire, il m'a dit qu'il ne pouvait pas tel jour, telle heure. Vous pouvez voir avec le... attendez, ça me saoule, tenez les coordonnées, vous allez l'appeler vous-même. Donc finalement, tu vois, la délégation totale de la charge mentale, elle est rarement faite à 100%. Donc tu as cette possibilité de pouvoir combiner les deux pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à choisir leur locataire, etc. Là, au moins, ils peuvent déléguer. Après, l'édition du contrat de location avec Calimo, ça se fait en 2 clics. On a également un module pour les candidatures où les candidats peuvent directement déposer leur dossier sur Calimo. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Et ça, parle-en bien, c'est de la frappe atomique. Parce que typiquement, c'est dans mon feed Le Bon Coin.
je sais plus qui est qui, machin bidule. Là, ce que tu m'as fait mettre en place, c'est une frappe. Écoute bien, Tony. Et après, j'aurai une autre question pour toi, Nico. Ouais, donc on a mis en place ce petit module de candidature où tu vas pouvoir inviter les locataires à venir déposer leur dossier directement sur Calimo. Tu vas avoir comme ça la liste de tous les locataires qui ont postulé, ce qui te permet d'un seul coup d'œil déjà de repérer les bons dossiers parce que tu vois le montant des revenus, tu vois leur situation, s'ils sont en CDD, en CDI, en intérim, sans emploi, etc. Le type de garant qu'ils te proposent. Et en plus, on a créé un algorithme qui vient te donner un indice de confiance, qui vient analyser la candidature et les éléments qui ont été renseignés par le locataire par rapport au montant de ton loyer, de ton bien, etc. Et qui va te dire, celui-là, on lui a mis un indice de confiance de 1 sur 5, c'est pas terrible. Celui-là, on lui a mis un indice de confiance de 5 sur 5, c'est plutôt un très bon profil, hop, on peut y aller. Et ce qui permet d'accompagner comme ça dans le choix du locataire. Et ça, finalement, ça permet également de faire du tri à l'entrée assez simplement, de choisir les bons profils. Et le truc, c'est que pour c'est pas mal, hein. C'est de la bombe parce que en plus pour l'envoyer aux locataires, aux gens aux prospects, c'est comme là j'ai fait avec Riverside. En gros, tu as un lien, tu leur balances par Le Bon Coin, par SMS, peu importe. Ils cliquent dessus, ça les bascule eux sur Calimo, ils rentrent leurs coordonnées. Et en fait, tu n'as plus rien à faire, tu vois. C'est pas à toi de dire alors, il me faudra la pièce d'identité, la carte, tu comprends ? Ce que j'aime, c'est que ça repousse les limites de ce que tu peux scaler. Parce que tu vois, moi, ce qui me dérangeait avec la gestion tout seul, c'est que oui, bien sûr que ça marche. Et quand tu démarres dans l'IMO, moi, je parle parce que ça fait 17 ans que je loue des appartes et voilà, que ça fait quand même longtemps. Mais quand tu démarres, il faut le faire soi-même. Déjà pour comprendre comment ça marche, déjà pour tout ça. Mais il y a un moment où si tu fais tout toi-même à l'ancienne, à la mano, avec ton fichier Excel, quand tu commences à avoir 25, 28 lots, si tu as un peu de turnover, c'est un deuxième taf. Hein. Alors que là, tu peux repousser un peu la limite, peut-être à 50 lots, j'en sais rien, avec ce genre de gestion, quoi. C'est pile poil l'intermédiaire entre toi et moi, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Là, tac, c'est l'intermédiaire ultime. C'est-à-dire que c'est satisfaisant pour des mecs comme toi et c'est méga satisfaisant pour des mecs comme moi. Là où je le vois, moi, j'ai quelques appartements où le turnover, c'est tous les ans et comme je travaille avec eux à l'année, j'ai des super tarots sur la mise en place de locataires, machin, donc ça vaut le coup. Mais pour des maisons, franchement, quand je vois les gens, ils restent 3, 4, 5 ans. C'est sûr qu'il vaut mieux faire une solution comme ça que d'aller payer tous les mois un tampon de gestion locative pour te faire prendre 6% pour rien, quoi. Ah non, mais là-dessus, c'est sûr. Vraiment, moi, c'est un truc... Pourtant, c'est vrai que j'ai été long à la détente, je l'avoue, Nico. Mais vraiment, c'est un truc, je reviendrai pas en arrière. Vraiment. Tu vois, il me reste encore 2 lots là, à mettre gentiment à rentrer. Parce que ça, effectivement, j'aurais dû t'écouter en fait plus tôt pour pas avoir tout à reprendre. Mais vraiment, on peut que en faire la promotion. C'est un peu, tu vois, au même titre. Ça n'a rien à voir, mais dans ma bouche, c'est vraiment un compliment. C'est un peu mon Revolut, tu vois, de la gestion locative. C'est vraiment un truc que j'affectionne vraiment, quoi. Tu vois, j'ai vraiment trouvé ça pertinent. Ça a répondu, non pas un besoin, enfin, j'avais un besoin, mais je ne m'en rendais même pas compte. Ça me fait gagner du temps. Sarah, du coup, l'a mis aussi, tu vois, on le partage. C'est trop cool. Et alors, c'est la magie de notre époque, c'est qu'aujourd'hui, quand les choses sont faites par les investisseurs, pour les investisseurs, c'est comme une appli comme Finary où tu parlais de Revolut, tu vois que ça a été fait par des gens qui voyagent, qui ont un peu la même vie que nous, qui ont besoin que ça aille vite, pas y passer 100 000 ans. C'est cool de vivre cette époque pour ça. Et c'est pour ça que la France est cramée, en fait. Mais ça, Mais non, elle n'est pas cramée. Regarde, il y a des mecs comme Nico, il y a des mecs comme nous. Voilà. Oui, dans l'entrepreneuriat, mais sur la façon de la gouverner, je veux dire. L'autre question que j'ai, Nico, c'est à quel moment... Alors déjà, je ne sais pas si tu as vu que tu allais devoir mettre la main au portefeuille, parce que du coup, Tony est intéressé. Et oui, mon petit Nico. Donc, je pense que tu vas pouvoir lui trouver une solution. Idéalement, comme tu m'as trouvé à moi, ça m'irait bien. Pour être totalement transparent avec nos auditeurs et on est en pourparlers, il faut absolument qu'on trouve une solution
tu te débrouilleras. Il faut que tu en parles avec tes associés et tout, pas de problème, on en parlait un peu en off, mais on aimerait vraiment, je sais pas, bosser, on veut bosser avec vous. Alors à travers le podcast, à travers du sponsoring, à travers de la pub, mais bien évidemment, tu sais comment ça se passe avec nous. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi mettre la main au portefeuille pour les gens qui nous écoutent cette fois-ci. Donc je sais pas, mais on peut dire qu'on n'est pas à l'abri de travailler ensemble. Comme ça, là, je te close complet. Là, sachant que c'est enregistré, t'as pas trop de solutions pour dire ah non les gars, faut que je réfléchisse. Mais non, bien au contraire. Nous, c'est avec grand plaisir. On pense que votre communauté, ça peut correspondre parfaitement aux valeurs de Calimo, qui est l'investissement mais pas chiant et se simplifier la vie. Et on le voit, nous, au travers de nos utilisateurs quotidiennement. Aujourd'hui, notre plus gros utilisateur, il a 232 biens. Et donc, on a vraiment des gens qui nous utilisent pour un seul bien et des gens avec 232 biens. Et donc, ça permet quand même de gérer de la volumétrie de façon assez importante. 232, ça cause. Ouais, donc t'as des gens, ils ont des patrimoines, tu te dis mais comment ils ont fait? Et même là, j'étais en train de gérer l'intégration. C'est pareil, les gens qui veulent pas s'embêter avec le fait de rentrer eux-mêmes leurs données parce qu'ils sont déjà sur un logiciel, qu'ils n'ont pas envie de faire la bascule, c'est pénible, etc. Nous, on gère gratuitement la migration des données. Et là, j'étais en train de peaufiner le fichier Excel d'intégration des données de quelqu'un qui a 106 biens qui sont en train d'être intégrés. Donc, et voilà, et qui va te gérer avec Calimo. Donc, même avec de la volumétrie, à partir du moment où c'est automatisé, qu'il y a des process qui sont mis en place, ça se fait vraiment, vraiment très bien, quoi. Ok. Est-ce que du coup, parce que je vois que tu fuis un petit peu, est-ce que tu penses que, est-ce que là je peux dire à notre communauté que s'ils veulent s'inscrire sur Calimo, bon, il faut qu'ils s'inscrivent, mais il faut qu'ils attendent peut-être un peu, non? Est-ce que tu arriveras à leur pondre quelque chose d'ici peu? On arrivera à leur faire un code promo pour leur faire bénéficier effectivement d'un avantage. Ça serait avec. Donc on leur dit de rester connectés, quoi. Exactement. Ok, bon. À nous d'être bons, mon Anto. Est-ce qu'il y a un compte Insta? Il y a un compte Insta, app.calimo. On a également un petit compte sur Facebook Calimo et un petit compte sur LinkedIn, Calimo également, qui s'écrit donc comme ça avec un Q et un A, il n'y a pas de U entre les deux. Ouais. On l'a fait un peu à la mode de Conto. Et voilà, qu'ils n'hésitent pas. Et même ceux qui veulent déjà créer un compte aujourd'hui, on n'a pas forcément parlé des tarifs. Calimo, on est gratuit pour ceux qui veulent l'utiliser pour un seul bien. Et donc après, on passe sur un abonnement payant à partir de 2 biens. Donc par exemple, s'il y en a qui sont déjà intéressés pour venir nous essayer, venez, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez vous créer un compte. Vous pouvez nous essayer avec la version gratuite pour un bien. Et après, voilà, vous patientez un petit peu le temps que... Oui, attendez qu'on vous gratuite une promo, quoi. Qu'on trouve un point... qu'on ait eu une discussion, quoi, qu'on ait eu un nouveau call. Après, au moment de la souscription de l'abonnement, vous aurez ce petit avantage et ce petit code promo. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez déjà créer un compte gratuitement et essayer avec la version gratuite. Dans 2 jours, on est au MMA, Nico. On va pouvoir te... Il faudra peut-être qu'on s'y mette à 2 par contre. Parce que moi, je suis un pré-retraité du MMA maintenant. Sauf si je me sers que des low kicks. Il faut juste pas qu'il me touche, il faut que je le garde à distance. Oui. Nico, c'est que ça. Je me souviens que tu m'en avais mis un qui m'avait fait boiter l'année dernière. C'est pour ça. Mais je les ai beaucoup travaillés et pour être tout à fait transparent, je les travaille au moins 1h30 par jour depuis 15 jours. Et tu vois, à l'issue de ce podcast, je suis déjà en tenue, je peux pas me lever, mais je suis en short box et je descends. J'ai mon coach qui m'attend à la maison. Tu vois. Donc, je vais essayer d'être pertinent sur cette dernière année. Mais oui, on en reparlera au MMA et il faut qu'on trouve un truc. Mais vraiment, félicitations pour Calimo, c'est vraiment génial. Et félicitations du coup pour tout ton parcours, parce que je connaissais pas tout le parcours. Ah, merci. C'était super. Ouais, c'est vraiment vraiment cool, mon Nico. On va te laisser le mot de la fin. Enfin, le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais rajouter que t'as pas encore dit? Voilà. Ouais. Non, faut pas hésiter à s'enlever une épine du pied et à se simplifier la vie. La vie, on le dit tous que qu'est-ce que l'année elle est passée vite. Le temps, on en manque tous un petit peu. Donc nous, on est un peu là pour offrir du temps aux gens. Donc passez plutôt du temps à faire des choses que vous aimez faire plutôt qu'à envoyer des quittances et gérer vos locataires. Et pour ça, on est tout là pour vous accompagner. Et surtout, offrez-vous une vie, parce qu'il n'y a personne qui viendra vous l'offrir pour vous. On voit tous les ans qu'il y a des réformes, il y a des impôts, il y a des machins, etc. Profitez, faites-vous plaisir et investissez sur vous et sur vous-même, parce que personne ne le fera à votre place. Et voilà.
Exactement. Et on est bien d'accord. Et de plus en plus. On nous le prouve de plus en plus qu'il faut vraiment accélérer. On nous prouve aussi même qu'il faut accélérer pour pas mourir tous les jours. Il y a des gens qui meurent là maintenant vraiment tous les jours. Donc dans ce beau pays. Donc accélérer pour vous acheter votre. On va avoir un beau liberté. podcast privé pour chier sur tout ça tous les deux. Mon Yann, t'inquiète pas. Les gars, vraiment, enfin Nico, un grand plaisir. Hâte d'être. Merci encore dans 2 Nico. jours. Ouais. Les gars, merci beaucoup pour ce podcast. C'était vraiment, vraiment cool. Nous, on dit la même chose qu'absolument tout le temps, mon Tony. C'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.